Salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE, et parfois on fait des backs, on fait des retours en arrière, on fait du rétro-pédalage, on se retrouve dans un rétro catch-up pour vous parler d'un pay-per-view ou d'un match qui s'est passé il y a tant d'années, et on essaye de rester collé à l'actualité en restant fidèle à l'année. Nous sommes en 2022, c'est le Royal Rumble 2022. Samedi soir, eh bien écoutez, aujourd'hui on est là pour parler du Royal Rumble 1992. Oui, 30 années nous séparent, 30 années de catch professionnel nous contemplent. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis je suis votre chasseuse des podcasts, je suis votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review un peu particulière du Royal Rumble match 1992, une tag team gériatrique, accueillez avec moi l'insubmersible, l'inamovible, l'indestructible Papy. Salut Papy. Oh, bonjour les enfants, bonjour tonton, comment ça va? Eh ben écoute, ça va, on va retrouver notre jeunesse, mon papy, on va partir 30 ans en arrière. Ouh là là, 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Bah si, ça nous rajeunit du coup. Ah si, du coup, ça nous rajeunit, là, on était encore beau et svelte à l'époque. Ah bah ça, plus que jamais, là, pimpant comme jamais. Alors, peuple de catch-up, écoutez ce qu'on vous propose dans ce de rétro catch-up, cette 4e édition du rétro catch-up. Si vous êtes intéressé pour voir, vous pouvez aller voir. L'année dernière, on avait fait en 2011, on avait fait le No Way Out. Tu me corrigeras, papy, si je me trompe. Hein. Non, c'est le 2006. 2001. 2001 en plus, 2001, pardon. 2001, oui, voilà, oui, qu'on dise pas de bêtises. Le No Way Out 2001, le Money in the Bank 2011, et le troisième m'échappe. Le Rumble 2011. Ah oui, tout simplement, le Rumble 2011. Et bah écoutez, voilà, pour le Retro Catch-up, pour la reprise du Retro Catch-up, et ben on repart sur un Rumble. Cette fois, on va s'attacher plus particulièrement au Royal Rumble match 1992. Alors, on va se mettre dans le contexte. On va parler juste vite fait un peu de la carte de ce Royal Rumble. Alors, c'était le 5e Royal Rumble de l'histoire. Ça se passe à Albany, New York. Il y a 17 000 personnes à la jauge. On est à la World Wrestling Federation, puisque le changement de nom n'avait pas encore eu lieu à l'époque. Et la carte, mon papy, bah écoute, hein, il va y avoir, finalement, il y a peu de choses qui ont changé. Il y avait que 5 matchs à la carte. Il y avait un premier match de tag team entre les New Foundation, Owen Hart et Jim Neidhart, qui affrontaient l'Orient Express, Pat Tanaka et Kato, pour une victoire de New Foundation en 17 minutes 18. Owen Hart et Jim Neidhart, c'était suite après la Hart Foundation. Owen Hart qui s'était accoquiné avec le beau-frère, en fait. Voilà, qui avait remplacé son frère finalement, qui avait. Oui. Qui après la suite de. C'est pour ça que c'est New Foundation d'ailleurs, qui remplace la Hart Foundation, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça, ouais. Après, en deuxième match, on avait Roddy Piper qui affrontait le Monty, qui était accompagné de Jimmy Hart. Le Monty était le champion, et là, c'était un match pour le titre intercontinental. Match assez court, hein, de 5 minutes, où Piper va gagner par KO en appliquant une sleeper hold sur le Monty. Du coup, Roddy Piper est le nouveau champion intercontinental. Et quel champion intercontinental que ce Roddy Piper! Quel champion, et je crois, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais alors, parce que je l'ai revu assez récemment quand même, et il me semble que c'est son premier titre à Piper, et que justement c'est un peu ça le build de la soirée, c'est-à-dire que Piper, bah, il a l'opportunité de gagner ses 2 premiers titres le même soir, hein, puisqu'il sera aussi au programme du Rumble un peu plus tard. Et donc du coup c'était plutôt sympa dans ce sens-là. Et Piper à l'époque c'est ultra top en termes de Oh popularité, oui! hein. Ah, c'est clair, hein, c'est au top. La public, de toute façon, le public, hein, de New York est totalement en feu. Ah, il est dingue, hein. Ah ouais, il est dingue, hein. Chaque annonce et tout de match, à chaque fois, c'est la folie. Puis alors là, il y a vraiment on est dans la Golden Era, donc là vraiment les gentils sont très très gentils, les méchants sont très très méchants. Le public est très très kayfabe encore à l'époque, et du coup ça donne une ambiance au pay-per-view de folie. Le troisième match, ça sera les Beverly Brothers, qui n'ont pas une carrière immense à la WWE, Black and Bow, qui sont accompagnés de The Genius, qui lui est le frère du Macho Man Randy Savage, et qui vont affronter les Bushwhackers. Ah là là, les Bushwhackers, c'est les Luke Williams et Butch Miller, et dans un match qui va durer quasiment 15 minutes, mon papy, quoi, hein. Ça s'envoie, hein, dans la Tag Team Division, hein.
À l'époque, il n'y a pas de Ouais, brand. ouais, les Bushwhackers sont pareils, c'est ultra populaire. Là, ils lèchent les visages des enfants et tout. C'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, T'imagines c'est vrai. encore, maintenant qu'on enregistre ça en période Covid, tu dis, mais, oulala, mais ça serait plus possible du tout, ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais par contre, c'est vrai que les Beverly Brothers, bah, je trouve qu'ils ont absolument rien. C'est marrant, et des gens comme ça qui sont pas du tout restés dans l'histoire, je trouve. Par rapport aux Bushwhackers, les Beverly Brothers, absolument rien. Ah ouais, ouais, complètement, ouais. Alors que les Bushwhackers, ouais, effectivement, sont régulièrement cités, montrés, vus dans des best-of, dans les machins. Enfin, c'est une équipe qui a marqué. C'est néo-zélandais, hein, il me semble bien, tous les deux, Il me quoi. semble aussi, ouais. Et ils sont restés longtemps, hein, ils ont catché longtemps, hein, ils ont une longue carrière, ces deux-là, hein. Et c'était quelque chose, hein, c'est gueule un peu à la Popeye. Et puis cette arrivée là, complètement barré là, enfin c'était quelque chose quoi. Mais pour le coup, eh ben ils perdent les Bushwhackers. Donc quatrième match de la carte, avant-dernier match de la carte. Et ben alors là c'est alors là nous qui aimons la viande à ketchup, eh ben écoutez, je pense que là on peut difficilement être plus mal servi puisque on va vous en remettre un peu quand même. Les Natural Disasters, Earthquake et Typhoon affrontent la Legion of Doom, Hawk and Animal. Un match qui va durer un peu moins de 10 minutes pour le WWF Tag Team Championship. Et les champions en titre vont rester champions, pas de changement de titre. Mais un gros match avec le fameux finish d'Earthquake qui vient s'asseoir pour s'écraser sur la face de ses adversaires. Là, ça se terminera pas tout à fait de cette manière-là, puisque là, c'est un match qui va se terminer par une DQ. Mais à l'époque, les Natural Disasters comme les Legion of Doom, c'est deux tag teams marquantes de la WWF et de la Golden Era. Ouais, et puis alors, si j'ai, alors je suis pas forcément le plus expert sur ces paroles-là, mais sur les Jeunes Doux en plus c'est des Road Warriors, non? C'est sur Ouais, 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 dans ouais. les autres fédés. Enfin voilà, c'était double, enfin c'était des trucs historiques. Ils sont encore, c'est encore des Les références pour la champions. plupart des tag teams. On fait souvent référence à eux, notamment là quand il y a eu à l'époque, comment ils s'étaient rappelés là les The Victor Ascension. et Connor, The The Ascension. Ascension, exactement, qui s'y référaient. Donc voilà, bon, ça reste des références, ces gars-là. Hein. Ah ouais, ouais, c'est des équipes totalement historiques, quoi. Earthquake et Typhoon, d'ailleurs, sont entre autres responsables d'un immense beatdown de Hulk Hogan. Et voilà, il y avait tout un tas d'histoires à l'époque, etc. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de brand. Voilà, pour nos jeunes auditeurs, mon papy, il faut pas qu'on oublie là, hein, parce que là, on est vraiment dans une review WWF old school. Donc imaginez bien, on est un an et demi presque, avant la création de Monday Night Raw. Et voilà, il y a même pas À de Raw. l'époque, ouais, à l'époque, il y a même pas Raw. À l'époque, en fait, les shows sont. Alors, il y a des Super Tuesday où il y a des Saturday Night Main Event, Oui. des WWF Superstars. Voilà, en fait, la WWF décline en fait ses émissions sous différentes appellations avec des systèmes de pay-per-view. En l'occurrence, on est dans le Royal Rumble. Le Royal Rumble, c'est donc le cinquième pay-per-view de l'histoire de la WWF. Il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire de ce pay-per-view que le WWF Championship est mis en jeu dans le Royal Rumble match. Le titre était vacant depuis décembre 91 après une fin de match controversée entre Hulk Hogan et l'Undertaker à un pay-per-view justement qui s'appelait Tuesday in Texas. Donc du coup la WWF met le titre vacant et nous arrivons en janvier. Ce pay-per-view du Royal Rumble est lancé et nous arrivons donc enfin, ça y est, pas plus de catch-up sur le main event, le Rumble match 1992. Alors écoutez, on va essayer de vous compter ça dans les conditions du direct. Ça commence tout simplement avec notre ami Howard Finkel. Rest in peace, Howard Finkel, l'ancien annonceur et qui, tu me disais, papy, hors antenne, c'était aussi l'annonceur de Edge, dis-moi en plus. Non, je me suis trompé. J'ai Ah, confondu avec Tony Chimel, c'est ma faute. ah, Ouais, ben, ouais. oui, d'accord, oui, oui, ok, t'as confondu entre eux. Bref, c'est Et pas non, grave. par contre, il me semble que le Fink, il avait été, si je dis pas de bêtises, à vérifier encore une fois. Les fact-checkers là, vous allez pouvoir vous régaler parce que je vais faire plein de choses de mémoire et c'est pas gagné. Il me semble que c'est Punk qui avait demandé à avoir à avoir Fink en annonceur dans un des pay-per-view de son époque, là, de son Summer of Punk, à la WWE, je parle, et qui avait demandé il avait fait une entrée super old school, il avait demandé à ce que le Fink soit son annonceur. Alors, je sais plus quel Ouais. pay-per-view, mais j'ai ce souvenir-là.
Donc du coup, Howard Finkel qui est là, le ring annonceur, et au commentaire, on a Gorilla Monsoon et Bobby the Brain Heenan, qui est alors lui qui aura eu tous les rôles à la WWF. Et Howard Finkel va laisser le micro au président de la WWF de l'époque, qui est en fait un président factice. En l'occurrence Jack Tunney, qui détient et qui va expliquer au public un peu ce qui va se passer dans ce Royal Rumble, puisque c'est comme c'est une toute première, avec cette mise en jeu du titre WWF Championship. Donc, énorme soirée qui s'annonce, mon papy. Vince McMahon est dans l'ombre à l'époque, mais on sait qu'il ne rôde pas loin. Ouais, il est dans l'ombre, on le verra pas de la soirée. Alors, c'est là où peut-être toi, tu veux plus savoir me dire quel est son rôle à ce moment-là de Vince McMahon. Est-ce qu'il c'est déjà le tout puissant Vince ou est-ce qu'il a encore, je sais pas, et son père est déjà plus là à Vince Non, non, ou mais je te confirme que c'est déjà le tout-puissant Vince. c'est déjà le tout puissant Vince? Ouais, D'accord. ouais, là, on est dans une période où il est déjà le tout-puissant Vince. Il book tout. Il est dans les Gorilla Position. Il fait il est beaucoup, beaucoup aux commentaires. Mais il tient à préserver ce rôle un peu factice de président de la WWF qui est tenu par Jack Tunney. Et même Oui. si hors kayfabe, tout le monde sait bien que c'est Vince McMahon, le grand patron. Et là, it's time for the main event, mon papy. Puisque là, un grand moment, le British Bulldog est l'entrant numéro 1 de ce Royal Rumble 1992. Il est magnifique, bodybuildé as fuck, l'Union Jack autour des épaules, les dreadlocks. Ah, le British Bulldog, mon papy. Ça, c'était du beau morceau de barbac. Hein. 1m80, Ah bah, 118 kilos. voilà, on parlait de Barbac tout à l'heure, on parle aussi des Hart parce que il reste comme un mec assez proche de la famille, de mémoire, il a épousé une sœur, Ah non? oui, oui. De Hart. Et effectivement, c'est du bon gros bébé ultra populaire aussi. Alors, on va pas. C'est vrai que tu l'as précisé tout à l'heure, mais c'est vrai que les faces sont très face et du coup, ils sont ultra adorés du public. Là, t'as pas de mecs qui sont un peu gris, qui ont une partie du public contre une partie pour eux, pour eux. Là, c'est systématiquement les faces, ils ont quasiment tout le public et les mecs, les fans sont déchaînés. Ah, mais moi, perso, j'ai l'impression que le deuxième va arriver dans pas longtemps, là. Le deuxième est déjà là, même c'est Ted DiBiase tout simplement le numéro 2. Alors là, tu parlais des alignements, bah voilà, Ted DiBiase il rentre sous une bronca terrible du public. Et là, on est dans l'action avec déjà direct Ted DiBiase qui va emmener le British Bulldog dans le coin et qui va lancer une série d'atemi. Alors le Ted DiBiase, énorme carrière lui aussi à la WWF. Alors parce que là, peuple du catch-up, n'oubliez pas, hein, le Royal Rumble match 1992, c'est une pluie d'étoiles, c'est un All-Star Game, mon papy en fait. Hein. Ah oui, là, il y a quasiment toute. Vu que c'est pour le titre suprême, ils sont pas embêtés à avoir des rivalités qui pompent les méga stars. Donc ils ont mis toutes les stars dedans. Même Piper qui était dans le match intercontinental, on le verra plus tard, il est aussi intégré dans ce match-là. Donc là, t'as toutes les stars. Je crois pas, je sais plus s'il y a des absents de Mais on l'époque. va les voir au fur et à mesure. On va Donc, les voir au ils fur et sont à tous mesure. là. Hein. Et puis à noter que l'ami Ted DiBiase, senior, donc, vu que c'est le père est accompagné de Sensational Cherry, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, c'est qui avait rejoint le clan formé par Ted DiBiase avec IRS entre autres quoi, le papa de Bray Wyatt et Bo Dallas. Et en fait, Là, notre ami Ted DiBiase, d'ailleurs, il est dans une bonne phase de domination hein, contre le British Bulldog. Pour l'instant, c'est lui qui gère le truc. Il va même tenter de passer par-dessus la troisième corde, notre ami British Bulldog, mais qui va s'en sortir. Alors, on voit bien mon papier parce qu'on voit les images. Le stade est plein. Et là, oh là là, c'est la corde à linge. La corde à linge du British Bulldog qui va sortir de Ted DiBiase. Alors là, c'était pour moi le premier étonnement certainement à l'époque, c'est de voir ce il-là se faire sortir aussi vite dans le match, quoi. ouais, alors, étonné, oui, non, moi, en fait, Ted DiBiase, j'ai toujours eu un truc avec lui, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il catche jamais ce garçon. À chaque fois, il fait catcher les autres pour lui. Et donc, finalement, j'ai un peu étonné de le voir catcher autant. Et bah oui, il a cru qu'il avait éliminé le British Bulldog et il se fait sortir de manière voilà, il se fait surprendre. Oh! Le Oh là là, troisième, le là, numéro on a déjà du niveau, là. Ou là, le numéro 3. Alors là, en plus, il y a des choses à dire. Hein. Alors là, attention, le numéro 3, mes amis, c'est tout simplement le Nature Boy. C'est Ric Flair. Bouh, alors là, oui. Alors Ric Flair, là, il faut expliquer l'histoire. Il se présente devant le ring là, face au British Bulldog, mais il est arrivé à la WWE en septembre 1991. Il n'aura eu que des interventions assez de heel, de toute manière, c'est lui qui va aussi poser les problèmes dans le fameux match entre l'Undertaker et Hulk Hogan et qui va rendre le titre vacant.
Il arrive avec un CV long comme le bras, multiple champion du monde, NWA. Euh, Tout le monde attendait quand il allait arriver à la WWF. Et donc, ça y est, il est arrivé. Et là, enfin, ça y est, il est dans son premier vrai grand match, malgré les Survivor Series de 91. Mais là, ça n'a pas la même amplitude. Il y a le titre, le championship qui est en jeu. Et donc, notre ami Ric Flair se retrouve face au British Bulldog. Le Ric Flair en culotte au noir, mon papy. Un Ric Flair. Alors, moi, à l'époque, c'est ça ce qui m'intéresse, que tu vas me dire, c'est que moi, à l'époque, je me rendais pas compte de la magnitude qu'était Ric Flair. Même en 92, tu vois, j'avais 20-21 ans et j'arrivais pas à imaginer ce que représentait ce mec dans le business. Et on va comprendre très vite au fur et à mesure du match que ouais, ce mec est certainement une pointure en fait. Ouais, alors c'est pareil. Moi, en plus, moi, ces trucs-là, je les ai revus a posteriori. C'est vrai que c'est des époques où le catch était comme moins accessible qu'il l'est maintenant en termes de visibilité. Et donc moi c'est pas c'est le Ric Flair, j'ai vu beaucoup de ces matchs-là a posteriori et finalement moi je l'ai connu, il était déjà plus âgé, il était plus voilà, il était sur la pente descendante. Là tu vois effectivement que c'est The Man. On a plein de choses à dire. Effectivement, il est au Survivor Series 91, il est là. C'est lui qui aide déjà le Taker à battre Hogan. En plus, à l'époque, il a le titre NWA, donc il se présente comme le véritable champion du monde. Euh, et puis bah là, il concourt pour le titre WWF. Alors c'était marrant parce qu'à l'époque, quand il était champion NWA, il avait la ceinture qui était floutée quand il apparaissait à l'écran. Et puis bah donc là voilà, il affronte le British Bulldog en 1 contre 1, il défend pas mal, mais un quatrième larron Eh, arrive, un troisième là. ouais, carrément, le quatrième, et le quatrième accompagné de Jimmy Hart. Un Nasty Boys, voilà, la tag team des Nasty Boys aussi, voilà une paire aussi qui était gravement populaire pendant la Golden Era, une team qui a été titrée. Je sais pas si l'autre frangin va débarquer après, je me souviens plus, on verra Non, ça non, au je crois fur et à qu'il mesure. est tout seul là, Il me semble il qu'il est tout semble. seul et il va s'attaquer directement au British Bulldog parce que dans son personnage de heel, et là on rigole pas, et il va tenir pour notre ami Ric Flair pour pouvoir coller quelques atémis. Tout ça, c'est sympa, c'est en famille, tranquille. Ah oui, là, on rompt pas les alignements à l'époque, hein. Les heels aident les heels, les face aident les face, et par contre il y a pas de traîtrise, hein. Là les heels là, à aucun moment le Nasty Boys essaie d'éliminer Ric Flair. D'ailleurs, Ric Flair va annoncer dans les promos d'avant-match, etc. Et je crois que c'est au Saturday Night Main Event de la semaine d'avant où il annonce que de toute façon, tous les heels qui seront prêts à faire alliance avec lui seront les bienvenus et que de toute façon, il fera tout ce qu'il faut tout au long du match et il n'hésitera pas, il fera tout un tas d'autres fourberies. Pour l'instant, là, le British Bulldog, mon papy, je sais pas ce que t'en penses, mais il nous fait une belle démonstration de force, quoi, parce qu'il est en handicap match un peu là et il galère. Et là, il est au bord de sortir. Non, il le sort pas finalement. Mais Attention! dropkick, oh bim. Aïe aïe aïe! Et Mais bah encore le voilà. petit stag. Eh ouais, eh bah écoutez, le Nasty Boys, il aura pas fait long feu, hein. Sorti par British Bulldog sur un dropkick. Là, Ric Flair, il commence à sentir un peu le vent tourner, je crois. Ah oui, il lève les mains, bah, il fait la spéciale Ric Flair en disant non, non, mais m'attaque pas, il s'est déjà C'est foutu ça, deux, ouais. trois fois depuis le début du. De toute façon, alors, c'est marrant parce qu'après, quand on revoit plus tard ses mimiques, quand il fait ses promos, tu te rends compte qu'il a tout déjà dans son catch. Je me mets à genoux, je lève les mains, enfin, je tombe après un coup. Enfin, il va nous faire la totale. Là, on va avoir du grand Ric Flair hein, ce soir. C'est parti, ouais. Il est chaud bouillant comme le public. Et là, on a la tradition, mon papy, on a la tradition samoane qui rentre dans le ring, là. Ouais, à coup. Un beau bébé, Haku. Ah oui, Haku. Alors Haku qui va s'attaquer directement au British Bulldog. Décidément, il a pas de chance, le British Bulldog, hein. Qui va se Ah, prendre une tout le série monde le stomp. veut. Et c'est reparti pour les atémis. Oh là là, qu'est-ce qui prend cher. Oh, la poitrine déjà du British Bulldog après 5-6 minutes de match là. Ah, il est rouge vif, hein. Il est bien rouge vif. Hein. Oh, et puis, Ah, à Haku, coup. Haku, qu'est-ce qu'il fait, Haku? Ah, mais il s'attaque à Ric Flair. Ah, bah voilà. Ah ouais, mais Ric Flair, ça rigole pas. Dès qu'ils sont dans des séries d'atémis et tout, le Ric Flair, il retourne tout le monde. Et voilà, et il négocie. Voilà, Ric Flair, en fait, c'est ça, pendant tout ce Royal Rumble, tant qu'il va être là, vous allez voir, mes amis, il ne fera que négocier et négocier encore. Je sors du ring pépère, je fais mon petit tour. Et alors, autour du ring, il y a des arbitres et tout ça. Et j'essaye de chercher s'il n'y a pas le fils McMahon. Et tu vois, il y en a un. Je me demande si c'est pas le fils McMahon quand même, j'ai un petit doute. Ah, bah, j'ai vu comment il s'appelle, là, le fameux qui avait son jumeau qui était arbitre aussi. Le mec du Screwjob. Erlepner. Ebner, tout à fait, là. Qui est là, je l'ai vu, là, il était derrière. Il est dans le coin, alors on le voit, là. Il est dans le coin en train d'observer. Et je me demande si, effectivement, peut-être, on va regarder s'il n'y a pas le fiston qui se balade.
En attendant, Ric Flair, il déroule. Voilà, il vient de mettre un running knee à notre ami Haku. Pendant ce temps, le British Bulldog tente la sieste, mais ça marche pas parce que Ric Flair revient le chercher. Boum! Ah, Il veut le balancer en turnbuckle dans un contre. c'est Oh contré. là là là, c'est contré, c'est contré, c'est contré. Et à coup, alors, à l'époque, les règles du Rumble étaient encore difficilement définies. On savait pas trop combien de temps il se passait d'intervalle entre les arrivées des catcheurs. Il y avait pas encore forcément d'ailleurs toutes les vignettes explicatives autour des Oui. catcheurs quand ils sortaient sous le titantron. Voilà, on est en 1992. C'est encore peut-être un petit peu rudimentaire au niveau production, mais ils sont déjà dans une grosse arena. Il y a la salle est full out et un coup qui se fait sortir mon papy par le British British Bulldog. Bulldog, décidément. Eh ouais, eh ouais, eh Mais ouais. tu as raison, tu as raison. C'est vrai que c'est un peu déroutant. C'est oula, il y a un bon qui arrive. Mais je finis ma phrase. C'est déroutant parce que tu n'as pas donc de titantron, tu n'as pas de musique quand les catcheurs débarquent, tu n'as pas leur numéro, tu n'as pas leur nom. Donc pour t'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Mais là, attends, là, il y a du très très gros niveau qui est Ouais, rentré. ouais, là il y a du très très lourd, ah, même si à l'époque c'est encore un très jeune catcheur du roster, mais là il y a tout simplement le Heartbreak Kid, Shawn Michaels, qui vient d'ailleurs s'attaquer directement à Ric Flair. Hein. Et il est face, hein, Shawn Michaels, hein, il me Ah non, il semble. est Hein, heal. à l'époque. Il est il à l'époque. Ah oui, parce Et qu'il c'est vient juste de. après la Oui, séparation. oui. C'est après le split avec les Rockers. Donc oui, oui, c'est ça, ouais. Donc du coup, il est pas du tout, ça va pas du tout, quoi. Et alors, Shawn Michaels il rentre donc en sixième place et il est vraiment là en mode beau gosse, quoi. Hein. Là, on est vraiment dans le Heartbreak Kid, jeune et insouciant, j'ai envie de dire. Ouais, et puis c'est ses débuts solo finalement, hein, quasiment. Attention, il est toujours malin. Il fait toujours son. Dès le début, c'est marrant, tu le vois dès le début de sa carrière, c'est le mec qui est toujours limite à sortir, et puis il a déjà toutes ses super kicks. Enfin, il a quand même beaucoup de choses qui gardera jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. Mais c'est vrai que, Oh bah, là 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 là. ouh là Il là, il échappe, s'en sort encore limite, hein. ouais, 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 il échappe de se faire sortir par le British Bulldog là, mais on sent déjà dans Shawn Michaels, déjà, on sent c'est le selling, quoi, tu vois. On sent déjà dans ce catcher que là, il y a un truc exceptionnel, quoi. Il est capable de vendre chacun, tu vois, de manière. Là, on a Ric Flair qui essaie justement de le balancer par-dessus la troisième corde, là. Ouais, vraiment, il était dans une époque là, il était en pleine ascension là, le Shawn Michaels. Là. Donc là, on a trois mecs. Là, on peut dire que là, on a une pluie Bim. d'étoiles sur le ring. Hein. Ric Flair, Shawn Michaels et le British Bulldog. Je veux dire, ça rigole pas quoi. Sachant que le British Bulldog va vivre une très grande année 1992. Alors on va pas trop vous la spoiler l'année 1992, peuple de catch-up, parce que on compte vous faire une émission spéciale consacrée à cette année-là. On en reparlera au printemps ou dans ces environs-là, au printemps ou l'été. Donc on est vraiment là pour le Rumble match, mais sachez quand même que voilà, le British Bulldog vit une belle année quoi. Malheureusement un catcheur qui nous aura quitté en 2002 si je me souviens bien, à 39 ans, voilà, meurtre jeune, mais Ouais, voilà, il fait partie de la génération stéroïde, hein, papy. Hein. ouais, c'est ça. Et bah, malheureusement, on en verra d'autres, hein, qui sont partis jeunes aussi. Bon, on en a parlé tout à l'heure de Mister Perfect qui était là, qui paraît décédé à la quarantaine. Et puis on en verra d'autres. Alors que c'est quoi? C'est Tito Santana qui est rentré là, non? Ouais, numéro 7, Tito Santana. Ah, Tito Santana, moi j'aimais bien Tito Santana. Et le El Matador. Ah oui, avec son beau Ah, pantalon de Matador, effectivement. ouais, Et sa ouais. petite queue de cheval sympathique. Alors oui, parce que pareil, Peuple de Catch-Up, pour les plus jeunes, là à l'époque, alors les gimmicks étaient extrêmement identifiés, non seulement en termes d'alignement heel-face, mais aussi en termes de personnage, quoi. Là, vous aviez vraiment, voilà, que ça soit lié à la nation d'origine du catcheur, que ça soit lié à un métier, que ça soit lié, voilà, vous aviez des gardiens de prison, des policiers, Un voleur, même, tout à des l'heure. matadors, des voleurs, voilà, il y avait vraiment, vraiment de tout et des gimmicks très, très marqués. Et voilà, et Tito Santana en faisait partie. Tito Santana qui est bien en belle shape, quoi, je trouve. Quoi. Il est en belle forme. Quoi. Et oh là, Shawn Michaels, il est au bord de se faire sortir par le British Bulldog, mais pour l'instant, ça colle pas. Ric Flair qui se rattaque au British Bulldog. Là, pareil, on a du lourd sur le ring. Quoi. Alors, vraiment, c'est pour moi un des plus grands matchs de légende de la WWF, WWE. Où là, vraiment, tout au long du Rumble, on va voir des gars débarquer assez incroyables, à quelques exceptions près. Peut-être, bien sûr, il y a toujours des low mid-carders. Mais globalement, c'était quand même un match assez incroyable pour ça, quoi. Et je sais pas, Shawn Michaels, tu te rappelles le split, les Rockers, c'était face à qui? Je me souviens plus ça. Le rocker, ça, le split, bah, c'était au Brutus de Barba Beefcake là, Ah oui. qui lui met le fameux coup de pied qui passe par la vitre. Enfin, il met le coup de pied, puis il le passe par la vitre. Ça se fait en deux temps. Mais Oh, c'était en fait. Et déjà sur leur série, Shawn Michaels avait abandonné Martin Jannetty lors d'un match. Et donc il y a déjà de l'eau dans le gaz. Et puis là, c'est juste avant le Rumble de mars, c'est juste avant hein, que bah, c'est fini, ça explose.
Oula, il y a le combien Lourd, huitième là. qui rentre là. Le Lui, par Barbarian. contre, Barbarian, ouais. Alors lui, le nom, il me parle plus celui-là. Ah ouais, The Barbarian. Qui n'aura pas fait une grande carrière non plus à la WWE, quoi. Hein. Mais par contre, trapu. Hein. Oh oui, il y a du. Bah, de toute façon, tu te rends compte, hein, et c'est là où tu te dis, c'était vraiment le style WWE, tu le vois directement dans ce match-là. Hein. Je pense que Eh tu ouais. auras aucun profil, on va dire, le mec le plus fin, c'est Shawn Michaels, je pense. Alors tout le reste, c'est plus bas, grand, plus fort, plus trapu. Enfin, c'est que des Golgoth. Et là, on en a déjà pas mal dans le ring, et c'est vraiment que le début. Alors, The Barbarian, je pense qu'il était en tag team aussi à une époque. Je sais plus avec qui. Je sais pas si d'ailleurs, il me semble que la tag Avec le team. Berserker, non? Ou c'était au Non, rapport? pas avec le Berserker, mais qui devait s'appeler genre The Barbarians ou quelque chose comme ça. C'est bien, c'est un bon épisode de Retro Catch-up pour le fact-checking, peuple de Catch-up. Ah, faites-vous plaisir là, parce que là, on y va sans fiche, on y va qu'au souvenir, et ben c'est pas facile. Et The Barbarian et Ric Flair sont en train d'essayer de tenter de sortir les British Bulldogs, les enfoirés, quoi. C'est pas possible, quoi, de faire ça, quoi, les gars, quoi. Non, va, c'est bon, le British Davey Boy Smith, il s'en Il s'en sort pour sort. l'instant, quoi. Il s'en Ah, mais sort. c'est le premier moment de remplissage de ring en fait. Hein, où Ouais, les deux trois premiers se sont fait éliminer assez vite, et puis là ça se remplit. Ils sont 5 maintenant dans le ah, ils ring, sont 5, ouais. et ça tient là, ça tient. Ouais, et Ric Flair continue les séries d'Athémie sur un peu tout le monde. C'est la fête. Et Shawn Michaels, ça, tu vois, Shawn Michaels, il monte sur les cordes. C'est le premier. T'imagines, le match a commencé depuis 10-12 minutes. Il n'y avait pas encore un seul mec qui était monté sur les cordes. Et ça y est, Shawn Michaels se décide, tiens, je vais faire un truc. Ah Redescend. bah non, finalement, il descend, il se le fait pas. Prise de contact avec Tito Santana. Ric Flair observe la situation. Hop, Tito Santana essaye de sortir Shawn Michaels. Finalement, Ric Flair, putain, quel malin celui-là, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie. Alors, tout le monde essaye de sortir tout le monde. Un peu là, on est à 5. Donc du coup, ouais, il va falloir faire quelque Et tout le chose. monde retient tout le monde. Là, tu vois quand même que au début ils sont quand même à chaque fois 2-3 par truc pour y aller. Ils y vont. Tu vois maintenant c'est un peu et, plus dynamique les éliminations. Là, et puis, ils retiennent vraiment les gens. Hein. ouais, et puis tu vois la différence aussi avec la prod au niveau des caméras. Il y a beaucoup moins de caméras, quoi. Ouais. Et du coup, ils ont beaucoup moins d'angles, etc. Donc ça donne moins de vitesse un peu au show. Alors là, on a un gros Mastar aussi qui arrive. Hein. C'est le Texas Tornado. Le Texas Tornado, c'était un des Fan Eric, je crois. Hein. Ouais, j'allais dire c'est un des Vendéric, ouais. Ouais, c'est un des, je sais plus lequel. Alors ils sont tellement nombreux que je sais plus c'est lequel. Mais le Texas Tornado, alors là, c'était un sacré Mastar. Et tu sais que lui, il a quand même été question un temps que voilà, qu'il devienne un grand main eventer, quoi. Il était adoré par Vince McMahon, quoi. Et boum, la chute de Ouais, Ric. ah, le Ric Flair qui nous fait une spéciale selling là. Et vraiment le Texas Tornado, moi d'ailleurs je pensais, moi aussi à l'époque, hein, que ça allait devenir un gros draw, quoi. Et puis finalement il aura un peu disparu, il n'était pas très bon au micro, peut-être un peu limité aussi in ring malgré son gabarit. Et puis il aura été Un peu victime fade. un peu fade, ouais. Et puis victime certainement de la malédiction des Von Erich aussi, hein, parce qu'ils sont tous morts les uns après les autres, de différentes choses, quoi, des suicides, des cancers, enfin ça a été une famille maudite, la famille Von Erich. Ouais, oui, bah, oui. Et puis, oui, bah, après, voilà, c'est pareil. Là, c'est vrai que, bah, du coup, c'est des gars qui, bah, tu vois, par rapport au nom qu'on a cité depuis tout à l'heure, c'est effectivement, on connaît la famille, mais lui en particulier, bah, tu es capable de dire qu'il fera plus tard à la WWF, même si, enfin, s'il va y rester longtemps. Donc, ouais, bon, bah, mais, bon. Bah, voilà. En tout cas, là, il y a du muscle, ça s'élimine pas, ça tient, ça tient. En Tito 6. Santana, t'as la limite de sortir, mais il résiste. Ils sont 6 hein, sur le ring, là, donc du coup, avec l'arrivée du Texas Tornado. Et le Texas Tornado, lui, il distribue les droites hein, depuis tout à l'heure. Ah Alors, t'as ouais, vu c'est pour des gros l'instant. avant-bras. Hein. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas vu pour l'instant, c'est que depuis le début, à chaque fois qu'un mec est entré, il n'y a pas eu de clean house, quoi, tu vois, où je pète la gueule à tous les mecs d'abord pendant une trentaine de secondes, et puis après Oui. on repart à un truc. Là, à chaque fois, on va vers un mec, on repart vers l'autre. Là, du coup, le Barbarian, il se retrouve un peu esselé. Flair et Tito Santana, ils tentent la sieste. Ah, le Ripoman, papy. Ah, Ah bah ouais. pardon. Ah, Ah bah, on parlait de gimmick prononcé tout à l'heure. Alors voilà. là, c'est du haut niveau. Là c'est un cambrioleur. C'est le mec, il arrive avec son petit bandeau sur les yeux, il arrive en rampant là auprès du ring, il n'ose pas rentrer, tu sais, il essaie de se faufiler. Il est derrière les nerfs là, on le voit. Et puis il va rentrer, hop, il est rentré dans le ring tout discrètement. Ouais, clairement, tout discrètement, ouais, comme un filou. Comme un fourbe, on pourrait dire aussi, quoi. Mais il est plutôt bien aimé du public, donc en fait, c'est un peu un des frères Raptou. Et du coup, ça passe bien. Alors là, maintenant, il se retrouve à 7 hein, dans le ring. Il n'y a toujours pas eu d'élimination. Le Ripperman, il est gonflé hein, parce qu'il va s'attaquer au Texas Tornado, ce qui est quand même pas forcément la partie de viandasse la plus facile à gérer. Et hop, il essaye d'y aller discretos aussi. Et oui, il est rigolo en fait. Je me rappelle plus trop de lui, quoi. Il est tout courbé, hop, Oui, il oui. attaque dans le dos.
Oh là là, Shawn Michaels, il vient de prendre une droite, je crois du British Bulldog, oui, du British Bulldog, qui lui colle un sleeper hold maintenant, là, ça rigole pas. C'est marrant parce que là, il n'y a pas trop de tentatives d'élimination, quoi. On s'acharne plus ou moins, on se met beaucoup de main droite et beaucoup de... Fort, ouais. Ouais, on sent que les mecs, là, on attend un peu qu'il y ait un peu plus lourd qui arrive, mais apparemment... Je pense, au niveau du rythme, ça devait pas être décidé pareil. Et puis alors, j'avais lu un truc là-dessus, c'est que Hulk Hogan expliquait à l'époque que quand Ric Flair il est arrivé à la WWF, il y avait la donne avait changé parce que Ric Flair il arrivait à la WWF et lui c'était un mec qui avait l'habitude de faire des matchs d'1 heure. Et Hulk Hogan, il l'a reconnu, il a dit moi j'étais pas capable de ça, quoi. Moi je faisais des matchs de 10, 15 minutes et tout ça, mais moi je savais pas faire des matchs de 1 heure, quoi. Et tout d'un coup Ric Flair il arrivait et lui il imposait des nouveaux critères, quoi. Et le Rumble match, Pat Patterson entre autres, il s'est inspiré justement de toutes les batailles à la NWA de Ric Flair, tu vois. Et ça a aidé à concevoir ce fameux Rumble match parce que il fallait des catcheurs par contre capables de tenir la distance sur 1 heure, quoi. Oh là, alors là un ancien, alors là à l'époque c'était un vétéran. Un ancien qui rentre dans ce Rumble match, mon papy. Hein c'est qui? C'est Greg Valentine? Ouais, c'est Greg the Hammer. Ouais, Valentine. Ah là 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 là. Alors lui, immense carrière, hein, je pense, sur 3 décennies au moins, je crois. À la WWF, à la NWF, il était un peu partout. Voilà, il était sur tout. C'était un catcheur des territoires, quoi. Et donc là, au moment où on arrive dans ce... Atemi, ouais, série d'Atemi. On arrive sur ce Royal Rumble 92 et belle pop du public, du coup, parce que c'est un glorieux vétéran, on va dire. Glorieux vétéran, bah oui, et effectivement, ça marche bien. Et là, lui, bah, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Clean House. Lui, il y a plein de Clean House. Par contre, il te fait une entrée où il s'acharne sur Ric Flair. C'est assez violente, là, le pauvre Ric Flair. Il a pris pour son les argent. forearms. Le forearm qu'il prend après. Le Ripoman, il y va, hein. Le Ripoman, il continue, hein. Il est là, discretos, mais il continue, il en attrape un, bim, il met un forearm, il met une main droite, hop, ça passe. Et toujours, alors là, ils commencent à être nombreux dans le ring, là, hein. Ils sont 8. Ils sont 8 dans le ring, quoi. Shawn Michaels est dans la peine avec le British Bulldog. Le Texas Tornado, il continue à distribuer les droites. Pour l'instant, il sait pas faire grand-chose d'autre, hein, le Texas Tornado, hein. On n'a pas vu grand-chose d'autre de sa part, à part ce fameux coup de poing. Et le British Bulldog, droite, encore une droite, encore une droite. Oh, Shawn Michaels. Ouh. Et pour l'instant, le Hammer qui continue à coller des Atemi à qui n'en veut du Atemi. Donc vraiment à l'époque, c'était marrant. Tu vois comment les cordes sont souples aussi, c'est assez. Elle se courbe, enfin elle se plie bien. Hein. Ah ouais, t'as vu, c'est fou, quoi. C'est fou comment les cordes sont complètement pliées et tout. Alors, moi, je me rappelle, j'ai vu ce match, hein, dans les conditions en 1992. Voilà, j'ai dû le voir avec peut-être 2-3 semaines de décalage, je pense, au moment où il est sorti aux États-Unis. Et donc, ça me fait marrant de le revoir maintenant, 30 ans plus tard, en l'ayant vécu jeune homme, et pas du tout avec les mêmes sensations au niveau des catcheurs, parce qu'il y avait des catcheurs dont je connaissais pas l'histoire, etc. Et puis, il y en avait que je détestais, alors que je savais pas forcément pour quelle raison. C'est très, très compliqué. Mes sentiments étaient très, très compliqués avec le catch à l'époque. Et alors là, on a aussi un ancien là qui débarque là, puisque on a notre ami Nikolai Volkov. Alors le grand tag team, hein, Nikolai Volkov en numéro 12 qui rentre. Toujours pas d'élimination, hein, depuis l'élimination. Ah non, ça c'est bien rempli là. Hein. Eh ben écoute, on peut se réfléchir en se disant que Ted DiBiase, il n'aura pas été gâté par le booking, hein, sur ce Rumble. Hein. Ouais, après c'est souvent tes deux premiers, tu mets comme deux têtes d'affiche, quoi. Et c'est vrai que si tu avais fait entrer Volkov en numéro 2 à la place de DiBiase, ça aurait rendu quand même moins sympa pour le démarrage du match, quoi. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est par rapport à la durée de vie du $1 million Man dans le ring, quoi. Il s'est fait sortir après l'entrée de Ric Flair, quoi. Donc vraiment, alors que avant là, l'entrée de Ric Flair, il le croise avant, ouais. Oui, avant, ouais. Sur sous le titre tronc. Mais c'est parce qu'en même temps, il fallait bien donner des éliminations. Les 2-3 premières éliminations ont permis au British Bulldog de briller, quoi. Donc après, effectivement, t'aurais pu. Bon, après, DiBiase, Volkov dehors. Ah bah voilà. Notre ami. Par le Ripoman en plus. Par le Ripoman, ouais, énorme. Énorme. Notre ami Nikolai Volkov, il aura fait 1 minute 03 dans le ring, le pauvre. Ah bah voilà, on parlait d'élimination, ça y est, on voit une qui est arrivée, quoi. C'est parti. Donc c'est parti, là, ça commence à s'enchaîner, quoi. On est, mine de rien, déjà au numéro 12. Le numéro 13 qui va arriver, et pendant ce temps, notre ami Texas Tornado met des droites. Et Greg Valentine met des ATV de Ric Flair. Et Shawn Michaels, et on est à la 14e tentative d'élimination par ses congénères.
Ah, il passe plus de temps assis sur les cordes Et- que dans le Ah ouais, ring. c'est clair, ouais. Alors, attention, le numéro 13, je sais, Papy, que tu aimes cet homme, Ouh. c'est le Big Boss Man. Alors, vraiment dans la version Golden Era en plus, hein, avec le pantalon noir et les stries jaunes, la chemise bleue, et c'est parti, le Big Boss Man, oh putain, il y va, lui. Alors là, il y va, il colle des Ah, il met droites des dans tous les sacrées droites. sens. Hein. Et, Ouh! et c'est marrant parce que moi, je l'aimais pas du tout. Ouh! Moi, je l'aimais pas du tout. Et ah bah tiens, Valentin, il est parti. Il vient de se faire sortir Ouais, Valentin, il s'est fait par sortir, ouais. Rippoman, encore une fois. Ouais, Euh, deuxième élimination pour le Rippoman, ouais. décidément, mais non, non. Et effectivement, Big Boss Man, moi, j'aimais pas du tout. Et puis là, de le revoir catcher, je me dis, bah, en fait, il sait catcher ce gars. Ouh! Oh, il a failli sortir Shawn Michaels À sur une deux doigts, droite. ouais. Et Shawn Michaels, donc pour la 15e fois sur les cordes. Et là, c'est le Rippoman qui vient en coller Hakim Mieux Mieux, pendant que les autres sont autour des coins, pareil, continue. Et le Rippoman, tranquille. Et Ah, bah, ah, 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 ah et le Big Boss Man qui nous sort le Rippoman du ring par-dessus la 3e corde, mon papy. Ça et commence bah, à et se voilà. dégager. Le policier a attrapé le voleur. Ça y est, c'est réglé. La logique est respectée. Les notions de bien et de mal de la WWS en 1992. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de ceux qui étaient partis trop tôt, le Big Boss Man aussi. Hein, je crois qu'il Mais meurt ouais. quasiment en même temps que Mister Perfect. Hein. Et d'ailleurs, on le reverra. Moi, j'ai revu le Rumble 2002. Et le Big Boss Man est dedans et en 10 ans, c'est plus tout le même homme. Hein. Ah, qui est sorti là? J'ai pas vu. Je crois que c'est le British Bulldog, il me semble. Il me semble Ah que c'est mince. le British Bulldog qui sort. Sorti par Ric Flair, tout simplement. Evan Eric aussi Et ouais, derrière. après 23 minutes. Ça y est, là, ça se Evan dégage Eric. là. Ah ouais, ça s'est dégagé. Le Texas Tornado a dégagé. Alors, il va y avoir le fameux 14. Est-ce que va-t-il être victime de la malédiction du 14? Nous allons le savoir dans Alors qui quelques est-ce? Je me souviens secondes. plus du tout moi. Qui est-ce? Attention, suspense. Et tu vas voir suspense dans 2, Ouh. 1. Et on a perdu Shawn Michaels et Tito Santana juste à ce Oh moment-là. ouais, oh oui, oui, carrément dans la fois. Ah ouais, elle a mal géré la réalisation là. Et oh là là, et c'est Hercule. Hercule, un Ouais. des bons. Ouais, un des bons potes à Hulk Hogan d'ailleurs au passage quoi. C'est vrai, ils étaient potes. Ouais, ça faisait partie avec le Brutus Beefcake. Là, ça faisait partie des bons potes de Hulk Hogan. Ça. Ouh là là, alors là, qui nous fait une série de coups de poing à l'ancienne là. Et alors lui, je t'avoue que j'en connais pas beaucoup sur l'ami Hercule. Je savais juste que voilà, il faisait partie du clan Hulk Hogan. Et alors du coup le ring s'est bien dégagé là. On a le Big Boss Man, on a Hercule, on a le Barbarian. On a Barbarian qui a un sacré gabarit hein, quand tu le vois face à Ric Flair. Il Là. reste en plus, hein. Et qui reste, hein, ouais, qui est là. Ils sont plus que 4 hein, dans le ring. Hein. Donc Shawn Michaels s'est un peu fait virer en catimini, mais c'est plus et Tito Santana aussi d'ailleurs, mais c'est plutôt à cause de la réalisation en fait, je crois là. Hein. Il y a eu Ouais, en un fait, mauvais. ils avaient dézoomé pour préparer la future entrée Ouais. de Hercules. Et puis à 2 secondes de la sortie, 2 secondes de l'entrée, c'est là où les deux sortent. Ils s'auto-éliminent en fait, Santana et Shawn Michaels. Donc bah, on a raté ça. Attention, Oh, Ric Flair qui est au bord attention. de se faire sortir et c'est le Barbarian qui se fait ressortir dans l'élan. Oh le Big Boss Man qui sort Hercule. Oh bah Hercule il aura pas fait long feu, hein, notre ami, il aura fait 56 secondes. Comme ça c'est réglé. Et Ric Flair se retrouve face au Big Boss Man. Attends, le Big Boss Man il a une tête jeune. C'est c'est incroyable. Oh là là, le Poke of Doom de la part de Ric Flair sur le Big Boss Man. Mais le Big Boss Il Man se il va penche pas sur s'en les laisser cordes, le Big compter. Boss Ah ouais Man, c'est t'as vu c'est énorme. fort cette close line. Pouah énorme. Et ah ouais, il fait jeune et tout, c'est assez incroyable. Ils sont plus que 2 dans le ring. Hein. Il y a eu un nettoyage là, mais en quelques secondes. Et oh là là, le Big Boss Man, il est chaud avec le public en plus là. Donc là, oh là là, il va nous Hop. tenter un. Oh, il faut pas courir dans le ring, il faut pas courir dans le ring. Oh là là, il se fait sortir par Auto-élimination. Ric Bon, il a un peu Flair. foiré, Oh. mais c'était pas mal. Ah ouais, là il y a un peu du botchage là dans l'air là. Et Et du Ric Flair est coup, tout seul. ouais, voilà. Oh là là, Il tombe. il fait une attaque au milieu du ring. C'est déjà Mais moi la 4e fois qu'il nous fait le coup de mauvais face contre le sol. Hein. ouais, Il a pas peur de répétitif. Hein. donc c'était bien la malédiction du 14, hein. Hercule il sera resté 56 secondes dans le ring et après il aura disparu de la WWF. Et là, le numéro 15, Peuple de Catch-Up. C'est le 15. On a la moitié là. Ah, c'est Ouh. Roddy Piper, le donc tout nouveau champion intercontinental en 1992, juste quelques minutes auparavant. Et alors là, c'est le Fire, l'écossais. Bang, bang, bang. Alors lui, en plus, il a un background de boxeur. Il aura d'ailleurs un match à WrestleMania face à Mr. T en boxe. Et alors là, c'est la folie. Hein. Là, le public et tout, là, la foule. Là, il y a Pop généralisé. Il y a Ric Flair qui, pour échapper à la folie, va sortir du ring. Mais Roddy Piper qui le pourchasse, qui lui colle une énorme close line au passage. Ah, il a la shape en plus. Là.
Les deux, ouais, il a la shape, il est en méga. Les deux Flair étaient en aussi, hein. rivalité en plus. Ils étaient en rivalité Ouais. au Survivor Series. C'était Team Flair contre Team Piper de mémoire. Et là, tu sens que ils ont cleané en fait le ring pour laisser Ric Flair tout seul. Et je pense qu'on va attaquer la seconde phase du Rumble avec. On a parlé de Star, là, ça va encore monter d'un niveau. Roddy Piper et Ric Flair, la mine de rien, dans le ring. Là, hein. Et avec Ric Flair, Roddy Piper qui se fait attraper en haut du ring ou Atomic Drop de la part de Ric Flair. Hop, Puck of Doom, la réponse de Roddy Piper sur Ric Flair. Et bam, close line. Et ils ont la shape tous les deux. Hein. Et Roddy Piper, c'est pas quand tu revois les visages. Hein. C'est fou quoi, je veux surtout pas aller me regarder dans la glace après ce rétro catch-up. Oh, à l'époque j'avais des cheveux moi aussi. Oh, et un swing Cesaro de la part de Roddy Piper, énorme. Et le sleeper hold. Alors, Roddy Piper. Alors, Roddy Piper, il est pas loin. Pourtant, il a été très longtemps heel hein, à la WWF. Hein. Mais là, tu sens que Ric Flair, c'est tellement le top heel ultime de la WWF que de toute façon, personne ne peut aimer Ric Flair. C'est fou, quoi. Ouais, mais Piper était passé face, que le chien qu'il était. Il était dans le clan des faces avec Hulk Hogan, tout ça, notamment contre le Taker. Donc à ce moment-là, il est plutôt bien. Ouh là là, il y a Et encore oh un là bel là, escarib là. une légende hein, qui arrive Qui là. arrive Hein, sans c'est son clair. serpent. Bah, ouais. Sans son serpent d'ailleurs, ouais. Mais vous l'avez reconnu, les amis, c'est Jake the Snake Roberts qui rentre en 16e position. Ah là là, alors lui, Et un, qui un rentre, et historique qui de fou. s'assoit. Hein. Et qui s'assoit direct dans le coin, tranquille, et qui regarde Roddy Piper poser son sleeper hold sur Ric Flair. Tranquille, peinard. Bonne stratégie de la part de Jake the Snake. Alors, Jake the Snake, il y a plein d'histoires incroyables avec lui. C'est un catcheur qui aura connu l'enfer, hein, qui aura connu, voilà, qui sera descendu dans les Ah, connaître bas-fonds. l'enfer. Et qui aura finalement jamais percé beaucoup plus haut que la mid-card, qui, je crois, aura été champion intercontinental. J'en suis même pas sûr. Je sais même pas s'il aura eu une ceinture à la WWE. Mais voilà, c'était surtout sa gimmick avec le serpent. Il y aura eu des segments incroyables où, entre autres, son serpent Damien aura mordu le Macho Man en direct à la télévision Oui, américaine. C'était totalement incroyable. Ça, je crois que c'est juste c'était. avant ça. C'est avant les soirs en série en fait, de mémoire. C'est Ouais, je juste sais avant plus si les c'était. soirs en série parce que et au soir avant série justement, le Macho Man est absent parce qu'il venait de se faire mordre par le serpent. Et d'ailleurs, ils sont toujours en rivalité à ce moment-là, Ouais. les Macho Man et Snake Roberts. Et puis Jake the Snake, il est voilà l'un des papas du DDT moderne. Tout le temps attendu par le public. Là, bon, c'est le Rumble, donc il peut pas venir avec le serpent, c'est compliqué. Il a filé des peurs bleues aussi à notre regretté André le Géant, hein, qui détestait catcher face à Jake the Snake. Non pas à cause de Jake, mais bien à cause du serpent Damien, qui lui imposait une peur terrible. Je me rappelle, je crois, je sais plus dans quel match j'avais vu ça, au milieu des années 80, où Jake arrive avec le serpent et que carrément, bah, André, il saute par-dessus les cordes. Je crois que c'est dans un Rumble match, je crois que c'est le Rumble match 89. Et de peur, en fait, André s'auto-élimine de peur du serpent de Jake the Snake et saute lui-même par-dessus les cordes et s'enfuit de l'aréna, quoi. Tellement il est en panique, quoi. Le seul truc pour le faire quitter un ring, André est là, un ancien vainqueur du Royal Rumble, le first ever vainqueur du Royal Rumble en l'occurrence, Jim Duggan. Alors là, pareil, hein, qui fait encore jeune, qui est tanké aussi lui, hein, à l'époque, hein, c'est un bon poids lourd. Hein. Il est, c'est quand même c'est quand même les mecs balèzes de l'époque. Hein. C'est-à-dire que tous les mecs qui sont puissants, bah, ils ont quand même du gros bidou. Hein. Ils sont quand même bien larges, bien profonds. Bah lui, c'est pareil. Hein. C'est méga face. Il y a depuis qui réagit, dès qu'il lève la main, depuis qu'il est à fond dedans. Et au final, lui, il est jamais champion du monde, je crois, parce qu'il gagne Oh, le jamais. Rumble, mais il Non, gagne non. pas derrière. Hein. Je crois qu'il a été champion US, mais c'est tout. Ou peut-être champion par équipe aussi, je sais pas, faudrait que je regarde son palmarès à Duggan, mais il a quasiment pas de ceinture, quoi. Et là, il arrive avec des séries de main droite, il s'est occupé de Ric Flair d'abord. Et puis, bah, ça marche, hein. Dès qu'il lève la main vers le public, c'est USA qui part dans tous les Ouais. sens, quoi. Et c'est clairement déjà avec cette gimmick qu'il avait gagné le Royal Rumble 88, de toute façon. Et là, il est relancé, quoi. Donc, à l'époque, il est encore dans son prime. Hein. Je pense que Jim Duggan, il doit avoir entre 35 et 40 ans. Donc, il doit être c'est un actif de la WWF. Et pas étonnant de le retrouver si haut dans ce Royal Rumble match 1992 au final. En tout cas, il est dans on en parlait tout à l'heure, il est dans la quinzaine des stars là.
Là, depuis le numéro 15, c'est que des Ouais. têtes connues, des noms connus qui rentrent et qui font popper le public à mort. À noter, quand même, et je dis ça parce qu'on en parlait sur le Discord assez récemment. Finalement, dans ces quatre-là, qui sont dans le ring, il n'y en a que un qui aura des titres de champion du monde, c'est Ric Flair. Tous les autres ne seront jamais champions du monde et pourtant, c'est des légendes. Comme Et ouais. quoi, hein, marqué sans être champion du monde. Je dis ça pour ceux qui disent qu'il n'y a pas assez de champions du monde à WWE. Ben, regardez, c'est là. Imagine, Duggan, Flair, Jake the Snake Roberts, Roddy Piper, et là, en voilà un qui arrive aussi. Un Lui papa. aussi, qui n'aura pas été un collecteur de ceinture non plus. Un papa. IRS, le papa de Bray Wyatt et de Bo Dallas qui arrive. Alors lui, en plein dans sa gimmick hein, de contrôleur des impôts, faisant Bah oui. partie du clan de Ted DiBiase. Et qui arrive donc en 17e position si je ne m'abuse parce que comme il faut non 18e position pardon ouais comme on n'a pas de petit tantron ni de vignette là c'est à l'ancienne donc il faut pas se louper au niveau des numéros entrants et donc pour les plus jeunes IRS il catchait en pantalon en chemise en bretelles et ceinture faut toujours se méfier d'un homme qui a des bretelles et des ceintures et c'était pas un rigolo hein, le papa de Bray Wyatt hein. C'était du, T'as c'était vu les du bras heel brawler qui te foutait des nions en permanence. ouais ouais c'est Il a exactement ça ouais pas d'énormes prises, mais par contre, voilà, des coups de poing, des coups de poing, des coups de coude, des coups de poing, des coups de poing, des coups de coude, et puis il envoie que ça, quoi. Il doit savoir faire deux, Ouh. trois souplesses, quoi, mais sinon, c'est des coups. Ouh, Duggan, il vient de mettre un double coup de boule avec Ric Flair et Jake the Snake. D'ailleurs, Ric Flair en est tombé dans Il est les tombé. pommes. Et IRS, maintenant, s'en est pris une aussi. Il se retrouve dans le coin. Alors, il avait la cravate aussi, IRS, quand même. Chicos, hein, le papa Bray Wyatt, quoi. Quand même, toujours la cravate. Hein. Et la nuque longue. Et, On peut pas être parfait partout. ouais. Et il a des bons bras, hein, et ça se voit pas trop, en fait, avec son habillage. Mais en fait, c'est un bon gros gabarit, quoi. Je sais pas combien il pesait à l'époque, mais je vais essayer de retrouver ça, tiens. Mais en tout cas, c'était un beau bébé, le papa, quoi. Et Jim Duggan qui continue à coller, tranquille. Ah, mais il y en a pas un qui fait moins de 100 kilos, là, dans la liste. Hein. Ah bah là, Là, ah bah c'est là c'est c'est que des clair. beaux bébés, hein. 113 kilos, il est annoncé, Mike Rotunda, tu vois. Oh, Ouais, 113 kilos. le plus petit, c'est Ric Flair ou Piper. Les deux, ils sont équivalents, mais c'est pareil, ils sont bien tankés aussi, ces deux-là. Ah, quelqu'un est rentré. Attention, alors je sais qui c'est Alors, le de numéro 1. 19. Qui ce sera? Numéro 19. Numéro 19. Ouh, Ouh, Jimmy un ancien. Snuka. Alors là, oui, alors là, pour le coup, là, on a un vétéran qui arrive dans le ring, quoi. Alors, Alors, il est plutôt bien physiquement encore. Oh là là. Il y a de ses bras. Alors qu'il y a un vétéran très controversé quand même, hein. Oui. Voilà, qui n'aura pas laissé que des bons souvenirs partout où il est passé. Bon, quand même, inventeur, premier homme à créer ce flying dive là du haut d'une steel cage. Je crois que c'était au Madison Square Garden. Et on peut dire que c'est un des papas du high flying en fait, tout simplement, Jimmy Snuka. Mais alors, comment il est taillé le mec? Il a j'ai jamais vu ça, la ligne d'épaule qu'il a là. T'en mets deux comme Gargano dans un snooker au milieu des épaules. Papy, Roddy Piper, 108 kilos. Ah bah ouais, je dis, c'est les plus petits gabarits sont à plus quasiment 110 kilos quoi. C'est monstrueux la quantité de viande qu'on a dans le ring. Ouais, Snuka, j'avais alors de mémoire, si Oh je dis là pas là de là 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 bêtises, c'est un des là. mecs qui a inspiré Mick Foley Ouais, pour ouais. débuter dans le ring. Alors c'était Snuka contre je ne sais plus qui, peut-être contre comment il s'appelle. Qui c'est qui était contre Snuka à l'époque? Ah, Je t'avoue, ça s'est perdu dans ma mémoire. Mais je ne sais Jimmy plus. Snuka, 114 kilos, Jimmy Snuka, il est annoncé, quoi, tu vois. Mais voilà, bon, par contre, le personnage, on n'en parlera pas parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon, mais le personnage était très, 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 très controversé Sa fille est plus sympa, à on va cause il y dire. a beaucoup de problèmes. Il est mort en 2017 et il aura marqué voilà, la WWF pour différentes caractéristiques et comme je le disais tout à l'heure, ouais, un peu le papa du high flying. Là. Ouh là là, alors là, on a Jake the Snake qui est en train d'essayer de sortir Ric Flair et il en est pas loin. Ah, il fait de la bascule. Il tient, Ric Flair. Il tient, Ouais. et il va peut-être tenir encore longtemps hein, à ce rythme-là. Et Ric Flair, il a pris cher hein, depuis le début. Là. Il est rentré en numéro 3. Il a pris une volée d'Atemi, de Stomp, avec l'entrée de The Hammer et tout ça. Et il est encore là, quoi. Et ben voilà, Ah, ah, un petit ah, jeune. bon. Mesdames et messieurs, The Undertaker. L'ancien champion du monde qui arrive. Ah, et puis annoncé par Howard Finkel, ça a de la gueule, quoi. Et puis accompagné de Paul Bearer. Voilà, Paul Bearer qui est son manager depuis 1991.
Et donc là, l'Undertaker qui rentre avec un bon numéro là, hein. Là, parce que là, on commence à arriver dans le top 10 hein, des numéros là, hein. Donc l'Undertaker, dans les times, là. l'Undertaker, il a tiré le numéro 20 là, hein. Donc là, on commence à rentrer dans le show dans ce Royal Rumble match 1992. Et Snuka est toujours là, Jay the Snake est en train de se reposer. Et l'Undertaker, il va s'attaquer à qui pour commencer? Snuka Snuka. dehors. Ah, bah, voilà, ok, bah voilà, il s'est attaqué à Snuka et ça a duré 1 seconde. Il s'attaque à Flair. Ouh, c'est danger pour Ric Flair. Et Ric Flair se débat, il veut pas partir dehors. Bon, prise d'étranglement, mais pour l'instant qui mène pas à grand chose de l'Undertaker. Et là, l'Undertaker, il est jeune, il est beaucoup moins musculeux que ce qu'il va être d'ici 2-3 ans là. À partir de 95, vraiment, il commence à y avoir une vraie transformation physique, quoi. Mais là, il est encore, on sent, il est très grand, quoi. Donc c'est ça qui donne cette impression. Et Roddy Piper hein, qui y va. Ouh, un bon coup de talon. C'est Jim Duggan. Ah, c'est Duggan, ouais. J'ai cru que c'était Piper avec le slip bleu. Et ils ont tous deux un slip bleu, c'est vrai. Et par contre, le Taker, on en avait déjà parlé, je ne sais plus à quelle occasion. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu sens aussi qu'il est un peu green. Hein. Ouais. Il se déplace, tout ça, mais il n'est pas toujours sûr de ce qu'il fait, quoi. Ah, Roddy Piper qui fait un poke of doom à Jake the Snake, qui essaye de sortir Jake the Snake. ARS est dans la merde, là. Ah ouais, ARS est dans la merde. Il a Flair et Undertaker sur le dos. Ah, mais Ric Flair, comme d'habitude, attaque par derrière. Voilà. No sell de l'Undertaker. Ah ouais, 0 sell de l'Undertaker. Ah, quand même, qui se fait un peu. Ah bah non. Alors là, on va avoir une entrée, la 21, numéro 21, numéro 21, et voilà. papy. Oh là là, c'est le macho man dans numéro 21. My favorite ever, voilà. Oh là là. Si tu as vu, mais il y en a un qui s'est carapaté quand il est entré, c'est Jake Roberts qui s'est barré. Ouais. Il est rentré à 10 000 à l'heure, quoi, dans le Rumble match. Alors, il s'est fait choper direct par l'Undertaker. Ah, énorme. Alors, en bandana, alors là, pas un macho man en slip et tout, hein. Collant de catch, un espèce de haut un peu collant aussi. Bandana, ça y est, il perd le bandana après s'être pris une droite de Jake the Snake. Et puis bah là, ça part. Il recommence à être plusieurs dans le ring, là. Hein. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ça s'est rempli. Et alors, moi, le Macho Man, c'était. Tu vois, on parlait tout à l'heure de qui on aimait à l'époque. Moi, le Macho Man, je n'aimais pas du tout. En plus, je l'avais connu version Hill, là, tu sais, notamment quand il était en rivalité contre le Warrior. Ah oui, en match il est nul par rapport au Warrior et tout, Macho Man, alors qu'en fait, maintenant. Eh ben, il élimine Jake the Snake, mon papy. Excuse-moi de te couper, il vient d'éliminer et il s'auto-élimine. Alors, il s'auto pas. Et alors, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il va re-rentrer après, en fait. Je pense qu'à l'époque, tu peux pas faire auto-éliminer parce qu'en plus, on voit Taker qui passe derrière. Et je pense qu'ils n'avaient pas trop bien compris les règles à l'époque. Et du coup, ils vont faire une autre tournoi pour faire revenir. Mais effectivement, il a sorti le Snake et il est passé par au-dessus de Trump Court sans faire gaffe, en fait. Et du coup, l'Undertaker va venir le chercher. Donc en fait, et d'ailleurs Gorilla Monsoon au commentaire il l'annonce, hein. Il dit oh là là le Macho Man qui vient de s'auto-éliminer tout ça. Du coup il y a une petite bagarre avec l'Undertaker et il rentre le Macho Man dans le ring et puis Gorilla Monsoon 2 minutes plus tard il dit oh là bon non c'est bon alors. Et pendant on nous a donné une règle, il faut qu'on soit poussé par quelqu'un. Ça c'est nouveau ça. Ouais voilà. Ouais. C'est Big Boss Man tout à l'heure qui est sorti tout seul en chuchotant. Ils ont merdé, voilà. Ouais, ils ont un peu merdé sur ce coup-là, quoi. Et du coup, le Macho Man se fait pas mal beatdown ringside par l'Undertaker et Jake the Snake. Jake the Snake, il est éliminé. Le Macho Man, il reste dans le match et il est ramené dans le ring par l'Undertaker. Et pendant ce temps, il y a Roddy Piper qui est en train de se déchaîner sur la face de Ric Flair. Parce que ça fait quand même pas beaucoup de sieste, hein, mine de rien. Hein. T'as vu quand même, ça bastonne pas. Là, les moments où ils récupèrent le plus les mecs, en fait, c'est quand ils tentent les éliminations par-dessus les troisièmes cordes. Où là, ils se posent. Et là, effectivement, bon, bah voilà, je fais un peu semblant de te pousser, tout ça. Mais ça, c'est les moments où ils récupèrent, quoi. Mais sinon, quand ils sont hors de ces moments-là, ça s'envoie des atémies. Ça s'envoie, regarde, Roddy Piper qui se fait choper par IRS. Ça sent mauvais pour lui. Piper, non, c'est Duggan avec l'Undertaker, là. Ouais. L'Undertaker, c'est vrai. Même son visage, c'est vraiment. Cette tête. Un peu bouffi, hein, le Taker à l'époque. Ouais, je te dis, il n'était pas très musculeux encore à l'époque, quoi. Il était surtout très grand. Il avait peut-être gardé encore sa musculature de basketteur, en fait, puisque c'était un ancien basketteur universitaire. Et c'était pas encore un gros catcheur. Il utilisait peut-être pas encore aussi beaucoup de picous comme ses collègues de l'époque, quoi. Ah, c'est possible. Ouais, ils sont tellement bodybuildés, c'est assez affolant, quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. Quelqu'un va rentrer là. On a un petit temps mort en plus. Flair a tenté un coup dans les parties du Taker qui les a nous scellés comme tout le reste. Donc c'est parfait.
Excellent. Allez, le numéro 22, je crois un des catcheurs préférés, Daniel Bryan, en l'occurrence The Berserker, numéro Ah, le voilà le 22. Berserker. Et qui aura eu une carrière assez courte finalement à la WWF, mais ouais, quel monstre, quel monstre, Ah bah, avec il y a de la viande, hein. ses fameuses bottes en peau d'animal non identifiées et qui va s'attaquer direct à l'Undertaker. Hein. Il y va, hein. Voilà quoi, lui il a même pas peur. Et allez, Roddy Piper, et allez, Le IRS il est pauvre toujours là. RS, Hein. ouais, il s'était coincé le pied dans les cordes, mais je pense legit là, parce qu'ils ont galéré à le sortir. Alors là, on a, ouais, alors là, on a la légende, alors, du multi-ceinture, on en a dans tous les sens, là, avec le Macho Man, avec Duggan, avec Ric Flair, avec l'Undertaker, avec IRS. Non, mais t'imagines un peu le plateau qu'on a, quoi, le line-up, là. Et Ah oui. Berserker. En fait, Daniel Bryan lui avait rendu hommage à WrestleMania 30 Ouais. en portant des bottes, ouais, bah, voilà, des bottes style Berserker, quoi, avec les poils d'animaux non identifiés. Donc il a pris des bottes d'animaux, le monsieur Del Bryan le vegan. C'est quoi cette histoire, hein? Ah, je pense que c'était du synthétique. Ah, Macho Man et Ric Flair qui cherchent à sortir l'un l'autre là Ah, par-dessus ils les cordes, prennent ça des c'est bien risques, hein, ils prennent des dangereux. Et risques. oh oui, oh, Ouh! grosse souplesse là. Et l'Undertaker qui arrive du coup pour en remettre une dose sur Ric Flair. Et Roddy Piper qui vient lui filer un coup de main. Ils étranglent tous les deux le pauvre Ric Flair. Mais c'est fou, hein. Ric Flair, il est attaqué par absolument tout le monde, quoi. Y a pas un mec qui a pas son spot face à Ric Flair pendant le match. Il fait une performance mais incroyable. Hein. Alors le match en tout va durer exactement 1h02. Ric Flair est rentré en numéro 3, donc il est rentré, je vais vous dire ça tout de suite, il est rentré après... ça fait, ouais, c'était assez aléatoire, hein, leur timing. Hein. Ouais, donc ça faisait 3, 4, 5 bonnes minutes qu'il était... Virgile. Oh, Virgile. Tu sais que lui, il est encore là. Il est apparu à la World GCW la semaine dernière. Mais il Pour fait beaucoup de signatures là, d'events là où tu sais où t'as les catcheurs qui ont signé des trucs pour les fans et souvent on y voit Virgile en fait. Donc je pense qu'il a gardé une bonne connexion lui avec le milieu. Ouais, pour les pay-per-view, alors lui, là, ça a été un catcheur qui a longtemps joué les valets de différents catcheurs, dont en particulier Ted DiBiase. Et Mais lui après, et, et de Ted DiBiase Junior aussi de et mémoire. Junior aussi, ouais, et Junior aussi. Et c'est un catcheur, alors lui qui a traîné ses guêtres dans un nombre de fédérations hallucinantes, quoi. Et je vous dis, eh ben, la toute dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était la semaine dernière. Et c'est un type qui doit quand même avoir un certain âge maintenant. Un gars en belle shape hein, aussi, hein. Un peu un espèce de croisement entre Shelton Benjamin et Cédric Alexander, tiens. Ouais voilà, enfin plus proche de Shelton que de Cédric quand même au niveau masse, mais ouais il y a un peu de ça ouais. Alors par contre on voit on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut si on fait un petit bilan là, on voit qu'il y a très peu de prises qui sont au-delà du coup de pompe et du coup de poing, hein. C'est là depuis tout à l'heure là, il y a pas grand monde qui tu sais t'as pas les petits segments où t'as tout le monde par terre et les gars qui fait les triamigos en plein centre. Là, ça rend pas ça là, c'est je te mets des nions, tu me mets des nions, je te mets des nions, tu me mets des nions, je me tourne, je fous des nions à quelqu'un d'autre. C'est ça non-stop. Par contre, il n'y a pas de sieste, comme tu le dis, c'est l'avantage. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un spot marquant plein milieu du ring avec plein de mecs écroulés, bodies everywhere, comme dirait Michael Cole. Vraiment, c'est de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre sans interruption, sauf sur les moments où on tente de faire passer les mecs par-dessus la troisième corde. Et là, on va arriver à notre numéro 23. Hein. Oh là là, des Notre bons numéro numéros, 23. ça, Non, hein. notre numéro 24, excuse-moi. Notre numéro 24, c'est le Colonel Mustapha. Alors là, imaginez, on est début 92. On sort de la guerre du Golfe. On a un personnage moyen-oriental, on va dire, qui débarque. Et puis alors accompagné avec un colonel irakien. Et donc, alors là, une gimmick totale WWF années 80-90, papy, là. Ouais, ben c'est ça. C'est cette époque-là, je crois, où il s'affrontait contre Hogan. Il y avait le Sergeant Slaughter aussi qui était dans la boucle, où tu étais vraiment dans un esprit guerre du Golfe, quoi. Les États-Unis contre des mecs qui étaient soit irakiens, soit qui défendaient l'Irak. Enfin, c'était oh là, il y a une espèce de tombstone là, on l'a vu au fond, là, pas bien vu, mais qui avait l'air sympa sur Virgil. Mais ouais, c'était bah voilà, ultra gimmické puis ultra orienté bah, mode guerrier quoi. Genre Rousseff était pro-russe mais c'est pas à ce point-là, hein, il était pas non plus en treillis quoi.
Ouais, c'est un peu comme si Mansour était gimmické en sergent de l'armée d'Arabie Saoudite, tu vois quoi. Ou du Yémen ou du Qatar ou de je ne sais où. Mais donc c'est vrai que ouais, voilà une gimmick extrêmement marquée. Le colonel Mustapha là, et il est avec Virgile dans le coin. On sent qu'il est pas très grand, hein. Mais par contre il est large. Il est là. Sacrée salle, hein, cette salle du Knickerbocker Arena. Là, hein. Sold out. Ils avaient déjà un bel ensemble, etc. Mais t'imagines, à l'époque, pas de titantron, pas de choses comme ça. Donc, t'es vraiment dans le catch pur. Alors, le catch pur et dur, c'est peut-être aussi pour ça que ça ressemble à ça, finalement, beaucoup de mecs massifs qui font des gros gestes bien amples. Enfin, tu vois bien, je pense, quand t'es partout. Et par contre, ben, oui, on le disait, mais c'est ultra populaire, quoi. Les gens sont à fond dedans. C'est marrant parce que t'as peut-être moins de chants, peut-être, qu'à une époque. Par contre, ça pop dans tous les sens, quoi. Ah ouais, ça pop, ouais. Ouais, ouais, c'est moins de chants, etc. Moins de. Pas énormément de pancartes, etc. Mais effectivement, ça pop et ça pop et ça pop et ça pop. Oh, alors là, Ricky Martel. Ah, j'ai Rick Martel, Ricky là. Martel. Là, alors lui qui avait fait une énorme performance dans le Royal Rumble de l'an passé, il me semble, puisqu'il me semble que c'était tout simplement le Iron Man de l'an passé. Alors là, qui est dans son rôle de modèle hein, à l'époque. Quoi, donc voilà, le mec slip rose, genouillère rose. Voilà, c'est le beau gosse. C'est Bien coiffé. Un Québécois, il me semble bien, papy Rick Martel. Hein. Ouh là là, là, par contre, là, je ne saurais te dire. Mais pas impossible. Il y a tellement de Québécois et de Canadiens, là, dans le ring. Ah ouais, 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 Une il y en a. vérification en cours, bah, Ah là, ouais, ben, mais oui, mais bien sûr, un Québécois, bien sûr, je savais bien, j'avais un doute, mais je sais même pas pourquoi j'avais ce doute-là, quoi. Ah là là, et là qui est en train d'essayer de sortir Ric Flair, tout simplement, aidé par IRS. Ah, là, commence un petit peu, on commence un petit peu à se chauffer là. ah, On est à 24. Ah, il est sorti. le Colonel Mustafa. Allez hop, au revoir. Moustapha dehors. Allez, hop, ça t'en Allez prendra avec ta dehors. gimmick, là. Oh, le Macho Man, il vient se prendre une grosse droite par l'Undertaker, qui maintenant essaye de l'étrangler au sol. Mais ça marche pas, l'Undertaker. Pourquoi tu cherches pas à sortir les mecs plutôt, quoi, au lieu de les étrangler à chaque fois, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas ce technique, en fait. Là, maintenant, dans les rumbles que tu vois plus récemment, souvent, quand tu fais un gros coup, un étranglement ou un truc comme ça, t'en profites pour sortir le mec derrière, en fait. Et souvent, là, ils étranglent, et puis après, bon, ils vont passer à un autre gars. Donc, ils capitalisent pas sur les prises qui sont censées affaiblir un peu les gars. Bah, voilà, c'est des réflexes qu'ils auront plus tard, hein. Et puis c'est tellement tous des machines de guerre, parce que même Rick Martel, hein, qui au final a un rôle de modèle, etc. Mais tu vois un peu quand même le gabarit que c'est, quoi, le Rick Martel. Ouh là 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 Euh, là, le Macho Man, là. Oh là Ouah, ouais, Macho Man qui prend cher là, ouais, bah non, il le lâche finalement. voilà. C'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est assez marrant ça. Hein. Il y a ce côté, on fait de la bagarre, mais on n'utilise pas finalement les bonnes stratégies pour pouvoir sortir les mecs, quoi. Par contre, il y a un truc qui se passe souvent dans les Rumble modernes, c'est qu'il y a des mecs qui courent dans le ring, dans tous les sens. Là, ça arrive assez rarement quand même. Hein. Oh Ouh, ça oh, y est, quelqu'un qui oh court là. vers le ring, là. Eh ouais, et là, celui qui arrive dans le ring, mesdames et messieurs, bah là, c'est tout simplement un Hulk Hogan. Voilà, le Ah, la foule Hulkamania. explosée. Alors là, ouais, là, la foule part en live total. Il rentre en 26e position, notre ami Hulk Hogan. Et il va s'attaquer à Ric Flair, qui est normal, qui est un des gros ennemis du moment. L'Undertaker, pareil, gros ennemi du moment pour Hulk Hogan. Bon, là, on est en pleine Hulkamania, hein, mon papy. Hein. Ah, mais ça se sent, hein. Déjà, tout le monde est contre lui. Voilà, c'est réglé. C'est seul contre tous. T'as le public qui est fou. Et quand il est arrivé, t'as tout le monde qui s'est mis debout. T'as eu des pancartes qui sont sorties dans tous les sens avec Hulk, Hulkamania, de ces trucs-là. Alors que le pauvre Rick Martel vient de sortir. Et puis là, ils sont à 3 dessus, là. Voilà, c'est le babyface ultime. L'Undertaker, le Berserker et l'IRS Ah, qui se Rick Martel lâchent. pouvait pas sortir, peut-être. Vas-y, il est Ah re-rentré. oui, ah oui. Oups, il pouvait pas sortir maintenant. Ah bah ouais. Et Hulk Hogan qui continue et qui va sortir l'Undertaker. Ah oui, il le sort, il le sort. Encore une fois, c'est un petit peu botché. Il y a le Taker qui était pas contre les cordes, il y a James Duggan qui rentre dans la Oh, course et il sort le Hogan. Berserker. Ah ouais, Il là, c'est sort parti, le là. Berserker. Il craque Ouais, ça y est. le t-shirt, ça y est. Il a fait tomber le bandana, le t-shirt, et il s'en sert pour étrangler Rick Martel, ça prendra à être revenu dans le ring. Il s'en prend à Ric Flair. Ric Flair qui en est à son 275e coup de poing dans la gueule Ah non de la soirée. Là, il y a des mecs sortis, là. Il y a Virgile qui est sorti, et Ah James oui, Duggan, je crois. il y a eu une vague. Oh là, et on a qui arrive là on a Skinner. Alors là, Skinner, un catcheur bien oublié à mon avis.
Pourtant qui tire un bon numéro, hein, numéro 27, quoi. Là, ça rigole pas, quoi. Mais alors là, je vous avoue, peuple de catch-up, que je ne me rappelle absolument plus de ce catcheur. Il est vraiment dégueulasse. Hein. Et il est vraiment dégueulasse, ouais, c'est moi qu'on puisse dire. Il a une chemise digne de Daniel Bryan en 2016. Pendant ce temps, Rick Martel, lui, continue à s'occuper du Macho Man, qui est toujours là. Hein. Roddy Piper aussi, hein, il est toujours là. Hein. Roddy Piper, il s'accroche bien, hein, il tient bien la route, quoi. Et c'est marrant, ouais. Ah, ça y est, Hulk Hogan, quand même, commence à balancer un peu des mecs à travers le ring, là. Donc, du coup, ça fait un petit peu de ménage. Ah, il s'attaque à Skinner. Il a raison, il est pas laid, il est pas beau, pardon. Donc, du coup, il faut y aller avec lui, quoi. Allez, on va vite Dégagez-moi ça. Ouais, on va vite en terminer avec ce garçon qui tombe quand même un petit double axe sur Hulk Hogan. Mais ouais, c'est marrant, quoi. Encore, parce que là, on est finalement, nous, on est tellement habitués avec les brands et tout ça, mais à cette époque, il n'y en avait pas. Donc, toutes les rivalités s'entrecroisaient dans les mêmes shows. Donc, évidemment, dans un match pareil comme le Rumble match, tout le monde se retrouve et puis règle des comptes comme ça se passe maintenant, quoi. Sauf que c'est au rythme 1992, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est aussi des mecs qui sont assez épais. Hein, donc, mine de Ouais. rien, il faut pouvoir tenir à ce rythme-là parce qu'ils n'arrêtent pas dans tous les sens. Là, le pauvre Rick Martel, il a fait une petite pause sur la corde là et personne ne s'en occupe. Alors qu'il est déjà à moitié dehors, mais c'est pas grave. Hein, il fait une petite pause, il respire. Ah, j'ai mal aux oreilles. En fait, ce Rumble, ça serait, si j'avais faire une comparaison, c'est quasiment ces deux équipes de rugby, mais qui seraient composées que d'avant, quoi. Voilà, il y a que des masters, il y a que des monstres. Et là, on a une légende qui rentre, voilà, en 28e position, le sergent Slaughter. Alors, un sergent Slaughter qui est un vétéran hein, à cette époque-là, hein, qui commence un des premiers à faire, je crois, peut-être même le premier à participer à un hardcore match. Champion du monde et qui est quand même un membre honoraire du compte Twitter de Catch-Up et ça je tiens à le signaler à la foule en délire. Félicitations Sergent et bienvenue dans le match. Ah, tiens, il va aller chercher Ric Flair un peu là. Ça faisait longtemps que Ric Flair s'était pas pris quelques atémies, donc merci sergent. Voilà, hop, c'est gratuit, c'est cadeau. Oh, puis il y va, hein. Oh, Piper et Hogan aussi. Ouh là là. Oui, là, ça se bat là comme chien et chat. En même temps, Hogan et Piper, ils ont du passif. Hein. Oh, Eric Martel qui vient filer un coup de main à Piper. Eric Flair encore en galère sur une des cordes. Ah ouais, Sergent Slaughter, c'est quand même pareil, un mec qui a traversé le monde du catch sur 3-4 décennies, quoi. Qui est vraiment alors un personnage pareil qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais par contre, malgré cette gimmick très patriote américain, etc., aura été un heel horrible et aura parfois basculé du côté obscur de la force. Donc voilà, un mec assez complet, et pareil, un sacré gabarit aussi au passage. Et alors là, on parle de gros gabarit, mon papy, mais alors là, Sid Justice rentre dans le ring. Alors là, c'est du monstre de chez monstre. Hein. 29e position pour Sid Justice, papy. Bah, et puis annoncé évidemment comme un gros draw, Oui, à l'époque. C'est important là, parce que là, quand il entre, tu te dis oh, il y a du gros level là qui rentre. À l'époque, Sid Vicious, là, il est annoncé comme the next big thing, quoi. Hein. C'est vraiment gros monde. Il a 61 ans maintenant, notre ami. Annoncé à 138 kilos au Royal Rumble 1992. 138 kilos, mon papy. Mais comment il est grand, comment il est large, comment il est massif. Bah ouais, et puis ouais, alors je sais plus quand est-ce qu'il a débuté lui à la WWF, mais là, pour moi, il est pas encore au top. Est-ce qu'il va avoir des main events de Mania ou des trucs comme ça lui après? Ah non, il est pas encore au top à l'époque, quoi. Hein. Il arrive en 1991 à la WWF, donc tu vois, ça fait 30 ans qu'il est là, quoi. Hein. Quand il affronte et tout le monde pensait à l'époque que ça allait devenir la grosse machine après Hulk Hogan, quoi. Ouais, c'est du très haut niveau, enfin en termes de physique. Après en termes de catch, j'ai absolument pas beaucoup de matchs marquants de lui. Hein. J'ai souvent des matchs où il est monstrueux par sa présence, mais dans le ring, je sais pas, j'ai pas de truc marquant. Ah il y a un truc de marquant peut-être que tu auras vu de lui, c'est un botch qui s'est terminé dramatiquement où il se brise la jambe en deux en plein milieu du ring.
Ah non, ça me parle pas, ça. Ça te parle pas, ça? T'as jamais vu cette image horrible? Oh là là là, bah écoute, on en J'en parlera ai en vu pourtant, antenne. mais pas celle-là. Ok. Ah bah écoute, si t'as raté cette image-là, c'est... Je sais plus si c'était à la WCW ou à la WWF, enfin bref, une des images marquantes et horribles du catch, quoi. Et voilà, notre numéro 30, si je ne m'abuse. Ah ouais, bah si c'est 29, Sid. Eh mais oui, c'est ça. Et ouais, notre numéro 30, c'est The Warlord. Alors là, The Warlord, pareil. Un gars qui n'aura pas eu une carrière immense, et pourtant lui aussi un gabarit. Il y aura eu que des monstres dans ce... Il y aura eu que des monstres dans ce Royal Rumble, quoi. Que des... Oh là là, regarde-moi ça, les trapèzes qu'il a, celui-là, quoi. Ouais, mais Euh... et avec encore un valet, en fait, on en aura vu des valets défiler ce soir. Hein. Ouais, je te confirme, on en aura vu quelques-uns, ouais, c'est clair. Alors là, bon, du coup, on n'a plus que du lourd sur le ring. 1, 2, 3, 4, 5, ils sont quoi? 5, 6. Hogan et Ric Flair sont pas éliminés, mais ils sont de... Oh, Sergent Slaughter qui se fait éliminer par Sid Justice. Ça est balancé par-dessus le turnbuckle. Et Sid Justice qui s'attaque à IRS maintenant. Ouh, ça sent mauvais pour le contrôleur des impôts. Oui, là, ça va nettoyer, je crois. Oh ouais, Hogan et Flair qui reviennent sur le ring. Oh, Big Boot, ah, ça j'aimais pas cette prise de Hulk Hogan, quoi. Je trouve qu'il la porte mal, mais bon, enfin, je sais pas, ça m'a jamais impressionné, ça, chez Hulk Hogan, ça. Je suis plus fan de son leg drop que de son Big Boot, quoi. Ah oui, parce que le Big Boot, il tombe souvent à 4 mètres du catcheur en face. Donc, c'est chaud pour Piper. C'est chaud pour Piper, là, ils sont plus. Ils sont Et tous il a là. attrapé la cravate d'ARS, là. Ils sont agglutinés sur les cordes, là, et ça paraît Hop compliqué. là. Et, et IRS qui est en train d'essayer de sortir Roddy Piper. Roddy Piper qui le chope par la cravate. Qui le tire. Oh purée. Oh et oh. Ah, du coup, j'ai pas vu avec la caméra, là. Ah, mais je crois qu'il y a... IRS est sorti. Oui, IRS oui, est c'est fait. En sorti. fait, il le tenait avec la cravate et après, il a fait une petite poussée sur ses jambes pour le faire basculer. Du coup, j'essaye de chercher quelques infos sur The Warlord, là, parce qu'il m'intrigue. Mais parce que quel gabarit, il a un petit côté Stone. Oh, bon, il se fait balancer Voilà, comme facile. une vieille merde, voilà. Ah, Et quoi, bah devant. voilà, ouais, voilà. Bah, écoute, sa carrière aura pas été longue. Et bah, c'est pas bien grave. Allez, là, on se retrouve vraiment avec le final. Là, ça y est, là, on est dans le final. On a Hogan, on a Roddy Piper qui est toujours là. Hein. Ric Flair, bon, on n'en parle pas. Sid Justice, Ricky Martel et le Macho Man. Donc là, c'est du très très sérieux. Eric Martel et Roddy Piper qui se font sortir quasiment simultanément par Sid Justice. Ouh. Ah, il y a eu des grosses pertes d'un coup, là. Il y a eu des grosses pertes d'un coup. Et Eric Martel, tu vois, comme quoi, c'est pour ça qu'il est revenu quand il est sorti tout à l'heure. Parce qu'en fait, il lui restait plein de temps à passer, tout comme le Macho Man, hein, qui est toujours là. Ah, le Macho Man qui est en difficulté là. Ah oui, oulala, et voilà, Oh là là terminé. là là, et voilà, le Macho Man voilà, qui était au bord de se faire sortir par Sid Justice et Ric Flair qui est venu aider en filant un coup de genou comme il fallait. Ils sont plus que 3 dans le ring et 3 monstres. Là, on a Hulk Hogan, Ric Flair et Sid Justice. Et alors la bataille Ils d'Athémie sont entre trahis, là. Hogan et Flair. Ouh là 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 là, ça s'envoie. Là, ça s'envoie. Là, on est plus rentré dans un match de catch presque traditionnel, un triple menace. Et Sid Justice, pour eux, il reste plutôt tranquillou, quoi. Bah oui, parce qu'en plus, de mémoire, si Justice et Hulk Hogan sont plutôt alliés dans l'affaire, ils sont tous les deux face. Donc, hop, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, Sid Justice sort Hulk Hogan. Et alors là, pas content. Ouh là là. Et ouais, il a eu l'appât du gain et du coup, il a sorti Hogan. Alors que Hogan était sur le point de sortir Flair. Il a profité de sa déconcentration pour le sortir. Il se retrouve seul contre Flair. Oh, il lui attrape le bras là, Hulk Hogan. Hulk Hogan a chopé le bras de Sid Justice pour essayer de le faire sortir alors que lui-même il est ringside et c'est Ric Flair qui arrive par derrière. Ric Flair qui arrive par derrière et Ric Flair qui pousse Sid Justice qui tombe ringside et c'est Ric Flair. La cloche sonne et c'est Ric Flair qui remporte ce Royal Rumble match 1992. À genoux, ouais, au milieu du ring. Alors là, Hogan et Justice, ils sont en train un peu de s'expliquer ringside. Mais alors là, pour Ric Flair, énorme accomplissement. Il devient champion du monde de la WWF. Quelques mois après son arrivée, il est le premier homme à devenir champion NWA et champion WWF. Là, c'est accomplissement énorme pour le Nature Boy. Là, on voit qu'il est en train de se chauffer avec le Hulk Hogan qui revient sur le ring. Et du coup, Il il est va. cramé, hein, Ric Eh Flair là. ouais. Ah ouais, il est cramé. Il y a Mr. Perfect qui n'aura pas participé à ce Rumble. Hein. Oh. Et Mr. Perfect qui vient le chercher sur la rampe.
il est champion du monde, le Nature Boy, quoi. Et pendant ce temps, Sid Justice et Hulk Hogan sont tous les deux, voilà, comme des cons, dans le ring. Et là, il va y avoir explication de texte entre les deux armoires à glace. Voilà, c'est parti. Voilà, il y a les officiels. Tiens, c'est le moment de voir si jamais il n'y avait pas Shane dans l'affaire. Ou Vince. Est-ce qu'on reconnaît les têtes ici? Ah, ça va être difficile. Ils sont tous bruns. Il n'y a pas Vince qui est derrière Hogan, là. C'est bon, c'est pas Pat Patterson qui est derrière Hogan. Ah, il y a Earl Hebner qu'on voit derrière, là. Ouais, voilà. Sid Justice et Hulk Hogan sont en train de se chauffer à fond. Il y a des arbitres, il y a des officiels. Il y a Jack Tunney qui est là aussi. Ils sont en train de se compter Ramona, comme on dit, et ça va se terminer à peu près comme ça, quoi. Il y a les deux Hebner. Il y a Earl et son jumeau, d'ailleurs. Et ouais. Une grosse controverse sur cette fin de match, quoi. Et assez bizarrement, malgré que le titre soit en jeu, en plus c'était la première fois quand même dans l'histoire du Rumble, et le titre va pas être brandi au milieu du ring par le champion. Et ça, c'est quand même un truc assez surprenant. Ouais, mais effectivement, ils ont directement embrayé sur Sid versus Hogan et Flair s'est carapaté avec le titre et il ne va pas le brandir dans le ring. Du coup, il n'y a pas de. En tout cas, ça peut pas être genre Fugulmon vu que c'est un heel qui a gagné. Bon, les deux faits sont vraiment cons là sur cette affaire. Hein. C'est clair. Ouais. Là, il lui donne à Flair sur cette affaire. Mais ouais, donc du coup, Flair, on va le voir dans quelques instants. Il va faire sa pose de champion en coulisses finalement. Oui. C'est assez incroyable, quoi, que ça se termine de cette manière-là, dans un espèce de gros bordel, là. Et on sait même pas trop ce qu'ils se promettent l'un à l'autre, quoi. Mais bon, on sait que de toute façon, ils vont se retrouver bientôt si Justice se sent complètement lésé, en fait, tout simplement, quoi. Alors que c'est quand même lui qui a sorti Hogan à la base, quoi. Et mais il est sorti dans le ring. Parce qu'Hogan, il était éliminé, il a vu sortir Sid. Donc, c'est plus Hogan qui a merdé sur cette affaire. Effectivement, je me demande, c'est pas Vince le gars au premier rang. On sait pas. Et on se retrouve dans les coulisses avec Jack Tunney voilà. qui a la ceinture de champion du monde entre les mains, avec Gene Okerlund, Mean Gene, et il est accompagné de Ric Flair et son clan. Alors il y a Bobby the Brain Heenan et Mr. Perfect Kurt Hennig qui sont là. Jack Tunney qui serre la main au nouveau champion et qui va lui remettre la ceinture. Et là, on a ce que tout le monde à peu près connaît en général, même les plus jeunes d'ailleurs. C'est la fameuse promo de Ric Flair. You got the man to beat the man. Et son of a gun. Et ça, c'est l'avènement de Ric Flair, vraiment, papy, à la WWF. Sachant, peut-être qu'on l'a oublié un peu vite, mais qu'en fait, ça va être son premier run, mais ça va être un run assez court, puisqu'en fait, Ric Flair ne catchera que de 1991 à 1993, et il partira à la WCW en 1993, et il reviendra après plus tard, et aura toutes les années qu'on connaît à la WWF. Mais donc là, c'est vraiment le premier titre marquant de Ric Flair, papy. Ouais, son vrai titre avec une promo dans la foulée où il est Ric Flair, quoi. Elle est complètement exorbitée avec tous ses ouh et tous ces réflexes qu'il va sortir après. Et tu vois les deux derrière, ils sont complètement morts de rire. Inan est Perfect. Et ils le soutiennent et tout. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment le clan. C'était marrant parce qu'en fait, du coup, pendant tout le match, tu avais Bobby Inan au commentaire qui a passé son temps à défendre Ric Flair en disant le vrai champion du monde, regardez, il s'en sort, il est trop fort. Enfin, bref, il a passé la pommade et puis là, ils se retrouvent tous ensemble. Et puis, Ric Flair, il est complètement allumé là. T'as l'impression qu'il est sous exta là. Si tu retires, si tu mets ta main pour couper, pour pas voir les cheveux de Kurt Hennig, tu vois bien quand même du McGilly dans cette affaire. Hein. C'est pas du fiston, hein. Il y a pas à chier là-dessus. Hein. C'est Curtis Axel, c'est la tête à papa hein, quand même. Hein. Le même sourire et tout là, ils sont. Voilà. Et puis c'était assez marrant parce qu'en fait le Puff Curtis, il a eu un petit souci de charisme, mais quand tu vois son catch, c'était vraiment le catch à papa aussi. Hein. Ils étaient là-dessus, il a pas dérogé à la règle. Donc voilà comme ça, comment se termine ce Rumble Match 1992 et comment se termine ce Pay-Per-View 1992. Alors pour terminer, pour être complet sur les derniers chiffres de ce Rumble Match, écoutez, c'était donc la première fois que le WWF Championship était en jeu et c'est donc Ric Flair qui le remporte à l'occasion de ce 5e Royal Rumble de l'histoire. C'est Sid Justice qui a éliminé plus de catcheurs durant ce Royal Rumble, en l'occurrence 6. C'est Ric Flair qui est resté le plus longtemps dans le ring avec 59 minutes et 26 secondes, qui va garder le record un long moment. Hein.
Il aura battu le record de Ted DiBiase jusqu'à présent, mais bon, le Rumble était encore jeune, mais qui datait de 1990 et qui était de 44 minutes et 47 secondes. C'est Hercule, hein, notre ami Hercule, qui sera resté le moins longtemps dans le ring avec 56 secondes. Voilà, mon papy, écoute, si on peut terminer sur un dernier mot sur ce Rumble match et puis tes sensations quoi, de revisionnage. Ah bah et voilà, on l'aura dit souvent, mais il y avait de la viande, hein, ce soir-là, on en a bouffé. Des corps qui sont trop chocs et des coups en voiture, voilà. C'est marrant parce que en termes de rythme, c'est pas du tout ce que tu es habitué maintenant, 30 ans plus tard, finalement. Avec finalement un rythme à la fois lent, mais continu. Moins de séances où les mecs ils dorment à la moitié du temps. Là, les gars, ils sont quand même 90% du temps debout, hormis pour se faire éliminer, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, et par contre, en termes de légende, là, ça se pose là. Je pense que même ceux qui regardent ça 30 ans plus tard pour la première fois maintenant, il y a peut-être les 2 tiers qui connaissent en fait comme nom. Tellement c'est des personnages importants, quoi. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Ah ouais, t'en as un paquet qui sont Hall of Fame, qui sont les fameuses légendes dont se gargarise la WWE en permanence. Mais bon, c'est comme A ça, c'est raison. l'histoire du sport, à raison, bien sûr. Dans tous les sports, c'est comme ça, quoi. Et donc là, cette revue d'effectifs de 1992 dans ce Rumble match, elle est assez incroyable. Quand on sait l'impact qu'ont eu sur le catch mondial et moderne des gens comme l'Undertaker, comme Hulk Hogan, Ric Flair et compagnie. C'est vrai que revoir ce match, c'est quand même une sensation assez incroyable. C'est surtout tout le décorum, etc. Comment ça a changé, comment ça a évolué, le perfectionnement de la technique, la réalisation, toutes les cams. Oui. Et puis on sent même que, tu vois, on en est au 5e Rumble et les règles sont encore un peu Ouais. approximatives. CF Macho Man, CF Ricky Martel. Il Tu y vois, en il y a a plein plus. qui sont auto-éliminés, qui ont pas trop compris, qui sont oh merde, fallait pas que je sorte là. Alors Macho Man, il a quand même été magnifique, hein. Macho Man, Il, c'est il, fantastique, ouais. il nous fait une espèce de saut par-dessus la troisième corde en se jetant directement dehors. C'était le gros botch là. Ouais, exactement, ouais, c'était assez drôle, quoi. Donc voilà, bah écoutez, peuple de catch-up, ainsi s'achève ce rétro catch-up 4e édition, quoi, sur ce Royal Rumble match 1992. On espère qu'on vous aura transmis l'envie de voir ou de revoir ce vieux match. Nous, c'était surtout dans le but de nous hyper encore plus que ce que l'on est déjà pour le Royal Rumble 2022. 30 ans plus tard, on est encore là, mon papy. Mais oui, on Eh lâche pas oui. l'affaire, on lâche pas l'affaire, nous. Mais oui, mais c'est Eh, et j'espère les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aimez bien ce type de format où pour le coup on va suivre plus en quasi live à eh 30 ans ouais, ouais, ouais. d'écart le show. Euh, mais qui du coup, je pense que ça s'adapte particulièrement bien au Rumble où t'as des mecs qui entrent tout le temps. Eh Et c'est vrai oui. que c'est fun, quoi, finalement, de les découvrir, de dire ah tu te souviens de lui, ah lui il était sympa. Il manquait Tatanka. C'est un peu ça, c'est le seul problème de ce match-là. Et Bret Hart aussi. Eh J'aurais oui. aimé, j'aurais aimé Bret Hart aussi dans le match, quoi. Mais bon, je crois qu'il Ah, était blessé. ouais, il Il est venait de pas. se faire blesser. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc il n'y avait pas de Bret Hart, mais effectivement, Tatanka, ouais, m'a beaucoup manqué. Il est même pas du tout sur la carte, hein, Tatanka, quoi. Donc Non, 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 non. c'est bien dommage, quoi. Mais oui, effectivement, ouais, c'est super de pouvoir reviewer comme ça, tout en ayant les images devant soi. Ça permet d'avoir un autre regard. Et puis bah moi j'ai fait toutes les éditions des Royal Rumble, mais c'était la 92, c'est une de celles qui reste particulière à mon cœur parce que l'année 92 pour moi est une des plus grandes années de catch qui ait jamais eu, quoi. On aura vraiment les WrestleMania, SummerSlam, etc. qui vont suivre derrière, vont être d'anthologie. Et c'est surtout, il va y avoir plusieurs rivalités entrecroisées qu'on a déjà évoquées là au cours de ce Rumble, mais qui vont continuer tout au long de cette année 1992 et ça va être assez extraordinaire. Mais ça, mon papy, je sais pas ce que t'en penses, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ah oui, oui, là, il y a matière à dire, donc n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez si vous souhaitez voir d'autres trucs précisément, n'hésitez pas aussi à nous le communiquer. Voilà, bah écoutez, peuple de catch-up, en attendant, en ligne, vous aviez les reviews de Raw, de SmackDown. Je sais pas à quel moment sortira ce rétro catch-up, si c'est avant ou après le Rumble. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous souhaite un joyeux Royal Rumble week-end. Si vous voulez rejoindre la communauté catch-up, c'est facile. Vous avez la communauté Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous ce rétro catch-up. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Il est temps de remercier mon tag team gériatrique of the day.
d'avoir fait cette magistrale review en direct du Royal Rumble 1992. Merci l'insubmersible papy. Merci tonton de m'avoir invité en ta DeLorean pour remonter le temps. Ça nous a rajeuni et c'était bien vivifiant comme expérience. Ouais, c'était cool, c'était fun, expérience à refaire. On vous laisse là-dessus, peuple de catch-up. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous, on vous fait les cordes à linge plein la face, des bridging Hokono roll. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catch-up. Let's get ready to rumble! Ah oui, là, il y a du niveau, là. Est-ce que Rick Martel va revenir dans le Rumble 2022? Réponse dans quelques heures.